Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la FIGES. Donc, d'abord, je vais remercier Ina, Ina de la FIGES que vous voyez à l'écran, qui nous a bien aidé pour cette partie organisationnelle et logistique. Alors, c'est un webinaire qui est organisé par la FIGES et plus particulièrement par le groupe de travail POAD, pilotage, outils et aide à la décision. Donc, c'est un des groupes de travail, un des nombreux groupes de travail que propose la FIGES. Donc, ce groupe de travail est normalement piloté par Stéphane Linard, mais tout, comme un bon collègue territorial, évidemment, il a une urgence de son président, donc il est retenu, mais j'espère qu'il va nous rejoindre. Donc, c'est Stéphane, et moi, j'assure que le là de Stéphane, mais c'est Stéphane qui est vraiment le pilote de ce groupe de travail. Donc c'est un format un peu particulier parce que, et je vais vous l'expliquer, notre groupe de travail, normalement, il a pour objectif d'avoir des échanges entre collègues autour de démarches, d'outils, de systèmes de pilotage, de tableaux de bord. OK? Et plus particulièrement, on ambitionne de mettre à jour un guide de la FIGES qui est paru en 2015, déjà il y a 10 ans. Donc, c'est un guide de la FIGES de 2015 qui traitait des SI décisionnels en 2015. Donc, on a l'ambition évidemment de le compléter, de rajouter des fiches. Et parmi ces fiches, évidemment, on va parler de la gouvernance de la donnée, on va parler de l'évaluation de son SI décisionnel, on va parler de l'open data et évidemment, vous me voyez arriver, on va parler et on veut parler de l'IA, notamment de l'IA générative. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit avec Stéphane qu'il fallait faire appel peut-être à des spécialistes. Donc on a eu l'idée de contacter Sinovate, Stéphane Marc et Jonathan Baudin, pour nous parler un petit peu d'IA. Donc effectivement, ils nous ont fait une première présentation. Ça nous semblait très intéressant. Et on s'est dit avec Stéphane qu'il ne fallait pas cantonner cette présentation uniquement au groupe de travail pilotage, mais faire cette présentation pour l'ensemble des membres de la FIGES. Donc, je vois, vous êtes plus de 130. Donc, on a demandé à Leslie Magnan, notre secrétaire générale, et Leslie nous a dit, oui, bien sûr, Banco, allons-y, faisons cette présentation pour l'ensemble des membres de la FIGES, parce qu'effectivement, les membres de la FIGES, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une communauté qui réunit finalement des professionnels et du chiffre, des analystes de données, que ce soit dans les domaines finance, conseil, contrôle de gestion, évaluation ou même management. On est tous concernés et intéressés par l'analyse des données et des données chiffrées. Donc voilà, on s'est dit, on va pas être égoïste, on va pas garder cette présentation que pour le groupe de travail, on va l'étendre à tous les membres de la FISIGES. Et là, je vois que vous êtes plus de 140 à vous connecter. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous plaira et vous intéressera et suscitera beaucoup de questions. Et puis dernière chose, on est logique à la FIGES, c'est la suite aussi de nos assises, parce que rappelez-vous, nous avions l'an dernier, en septembre dernier, nous avions tenu les assises autour du thème à Grenoble, autour du tour de l'IA. Donc voilà, là vraiment, je pense qu'on rentre dans l'opérationnel et dans le concret, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Merci et je vais passer la parole à Stéphane Marc et Jonathan Baudin de Sinovate. Ben, merci beaucoup Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Donc du coup, l'objectif effectivement, c'est de vous faire un petit peu un overview sur l'IA et sur l'IA notamment au service de la donnée. Donc on va essayer de vous donner un petit peu envie d'y aller et puis vous donner quelques petites billes. Bien entendu, c'est qu'un premier webinar. Je pense que suite à ce webinaire, vous aurez envie d'aller plus loin suite à ce webinaire, de cette table ronde. Mais déjà, c'était de pouvoir faire une introduction assez générale. Vous allez avoir beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on vous partagera les slides. Elles seront pour vous et vous pourrez les utiliser à bon escient. Donc ça va être vraiment un overview. On va pas rentrer sur un sujet précis en profondeur, mais plutôt essayer de vous donner tout un ensemble d'informations. Pour les questions, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, pour ceux qui arrivent, à poser les questions dans le chat, et on essaiera de répondre à une partie des questions. On pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais ne vous inquiétez pas. Derrière, on se permettra avec Stéphane de vous répondre par mail à l'ensemble de vos questions et de pas laisser une question sans réponse.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, bien entendu, on va présenter un petit peu Sinovate pour que vous sachiez qui on est. Puis je vais me permettre un petit peu de me présenter dans les grandes lignes. Et après, bah, l'objectif, c'est de vous demander, donner un petit peu les fondamentaux de l'IA et de l'IA Gen. Un peu d'histoire autour de l'IA parce que je trouve que c'est important de savoir bah, d'où on vient pour savoir, pour comprendre où on est aujourd'hui et vers où on va aller dans le futur. Donc là, bah, je vais essayer de vous présenter un petit peu une histoire sur l'IA. Bien entendu, ce qui vous intéresse, c'est la partie IA et IA-Gen au service de l'analyse des données et des contrôleurs de gestion, et notamment territoriaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on parlera de quelques cas d'usage ou en tout cas des défis auxquels veut répondre l'IA. On parlera des nouvelles tendances. Parce que ça, c'est un point clé. Donc, l'IA frugale, l'IA agentique et puis un petit peu d'IA générale. Et enfin, je terminerai par des retours d'expérience Innovate où je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire pour nous en interne ou pour certains clients. Donc, je me présente pour commencer. Donc, bah, Jonathan Baudin, je suis le directeur de la stratégie et du développement chez Sinovate. Et Sinovate, tout simplement, c'est une entreprise qui se présente comme un pure player de la data intelligence, c'est-à-dire de la réunion de la partie data science et BI. Alors, sous-jacent à la data science, bah, bien entendu, il y a l'IA. Et sous-jacent à la business intelligence, il y a ce que disait tout à l'heure Bruno, il y a la partie système d'information décisionnelle. Et ben, les deux vont ensemble. Si on veut prendre des bonnes décisions, bah, à la fois, on a besoin souvent d'algorithmes statistiques, d'algorithmes qui peuvent être de l'intelligence artificielle, mais on a besoin aussi d'avoir bah, une bonne gouvernance des données et un système d'information décisionnelle qui soit fiable et de bonne qualité. Donc nous, notre métier, bah, c'est tout simplement la valorisation de la donnée. Autour de quatre grands principes, bah, bien spécifier, cadrer un besoin, toute la partie de préparation des données, mise en place des flux de données, la partie analyse, mise en place à l'issue de ces analyses des tableaux de bord ou des IA, qu'elles soient frugales ou autres. Et enfin, bah, derrière, vous former, déployer la solution et la maintenir. Donc on est un pur player de la data dans le monde de la valorisation de la donnée. Alors, Sinovate, c'est plus de 180 collaborateurs. Aujourd'hui, d'ici peu, je crois qu'on va atteindre dans un mois les 200. Donc, bah, en forte croissance, bah, forcément, la data évolue. Et puis, je pense que nous, bah, on a des capacités à bien valoriser la donnée. Donc, bah, la société a grandi. Aujourd'hui, Sinovate, c'est 8 agences réparties partout en France. On est aujourd'hui franco-français et on le revendique. On est peut-être qu'un jour on ira à l'international, mais aujourd'hui, on est très présent, surtout en France, donc un petit peu partout. Donc, Lille, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Montpellier et Toulouse et avec bah, beaucoup de clients actifs et une forte croissance. Plus de 17 années d'expérience et d'ici peu, bah, je pense qu'on fêtera nos 20 ans et on sera fiers de pouvoir les fêter. Donc Sinovate, qu'est-ce qui va nous distinguer? Je pense que vous connaissez des pure players de la data. Je vais juste vous zoomer sur une partie. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Ben, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de nos consultants, on a plus de 60 data scientists et qui viennent en fait de l'ensemble du corpus de la data science, à la fois de la partie qu'on va dire NLP, donc comment est-ce qu'on valorise le texte, comment est-ce qu'on transforme le texte, certains qui vont venir plutôt de la partie deep learning ou analyse des images, et en fait, bah, tout un ensemble de chercheurs qui ont bah, des compétences différentes pour pouvoir essayer de répondre au mieux aux besoins bah, des clients et aux solutions que l'on construit pour nos clients. C'est plus de 25 chercheurs chez nous et avec, bah, on a une grosse activité en recherche, développement et innovation avec cette année pas loin de 60 collaborateurs qui ont participé à cette partie recherche, développement, innovation. Et donc, bah, c'est ce qui va nous distinguer éventuellement de nos concurrents, où on a une forte capacité à aller sur la R&D, notamment la R&D dans le monde de l'IA. Nos offres en quelques mots, bah, bien entendu, conseil en stratégie data, je vais aller très vite, le pilotage des projets, toute la partie expertise, après, bah, une partie qui est importante, l'information design notamment, bah, comment l'expérience utilisateur, comment restituer la bonne information à l'utilisateur pour qu'elle soit intelligible pour tous. Donc toute la partie storytelling, et ça c'est clé. Et vous verrez que l'IA peut vous aider dans ce cadre-là, j'y reparlerai. La partie innovation R&D dont je parlais tout à l'heure,
Et puis après, bah, une partie des migrations, bah, quand vous montez de version ou autre. Et la partie formation, on est certifié Calliope. On a des partenaires majeurs et un que vous connaissez peut-être certainement, SAP. Aujourd'hui, on est un très fort partenaire de SAP et notamment sur l'ensemble des solutions analytiques de SAP. Donc par là, j'entends SAP Business Object et les solutions également cloud, c'est-à-dire la plateforme DataSphere qu'on peut entendre, la Business Technology Platform ou SAP Analytics Cloud. Donc pour certains, je sais que vous utilisez Business Object et on est bah, du coup Gold Partner avec l'objectif aujourd'hui, et puis d'ailleurs SAP nous demande, de venir développer des solutions innovantes autour de Business Object, et notamment de l'IA. Donc bah, je vous ferai un peu de teasing de ce qu'on est en train de développer et ce qui devrait sortir dans les prochaines semaines autour de la solution Business Object. Voilà pour la petite introduction. Fallait quand même que je puisse présenter. Et puis maintenant, bah, on va rentrer dans le vif du sujet autour de l'IA et de l'IA générative. Alors, pourquoi faire de l'IA? Et pourquoi l'IA? Bah, tout simplement, l'IA, c'est des modèles qui sont capables de faire des tâches qui sont habituellement réservées aux humains. C'est ça. Et, euh, et en fait, bah, qui vont être capables de traiter un grand nombre d'informations. Donc, ça peut être la catégorisation de texte, la reconnaissance d'images, d'objets dans des images, la génération de voix, la génération de texte. Mais ça, en fait, l'humain, il est capable de le faire. Et qu'est-ce que va faire l'IA? Elle va essayer de mimer le raisonnement humain. Elle va avoir la capacité, puisque après, bah, ça tourne sur des ordinateurs, hein, de pouvoir le traiter plus rapidement que nous et en masse. Donc, dit autrement, bah, les objectifs de l'IA, ils sont multiples. Automatiser nos tâches répétitives. Ça, c'est vrai que je pense que nos tâches répétitives, on n'aime pas forcément les faire. Et si on peut les déléguer bah, à une intelligence artificielle, on est bien content. Améliorer ou nous aider dans la prise de décision. Bah, parfois, on a un flux d'informations. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, avant, bah, c'est vrai qu'il y avait les statistiques, on avait tout un ensemble, vous avez des beaux tableaux de bord, mais tout ça, bah, ça fait une masse d'informations. Et parfois, bah, on a du mal à la traiter en temps réel. Et donc, du coup, bah, on aimerait bien pouvoir avoir des aides pour prendre les bonnes décisions. Et puis, bah, bien entendu, soutenir aux capacités humaines, c'est-à-dire bah, l'objectif, moi je ne considérerais jamais que l'IA va remplacer l'humain. Non, l'IA, elle est là pour remplacer les tâches inutiles qu'on aimerait bien pouvoir déléguer. Les avantages, bah, bien entendu, bah, c'est gagner du temps, de l'efficacité dans l'obtention de résultats, réduire les erreurs humaines, parce qu'il y en a toujours des erreurs humaines. On est tous pareils. On peut être un moment fatigué ou autre. Et puis parfois, bah, on va plus avoir un jugement qui est objectif, mais on va commencer à avoir un jugement qui est subjectif. Elle, l'intelligence artificielle ou l'ensemble des algorithmes, vous allez voir, je vais reparler beaucoup de statistiques, bah eux, c'est factuel. Ils vont prendre une décision. C'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, on sait que la décision ou ce qu'ils nous propose, c'est quelque chose qui est factuel et qui n'est pas subjectif. Et puis, bah, la capacité de traiter en masse, en un rien de temps, ce que nous, on mettrait bah, parfois des heures, voire pas loin, des fois des années à traiter. Comment ça marche? C'est assez simple. Si vous voulez, bah, c'est ce qu'on va avoir. C'est l'IA, elle va essayer de reproduire le raisonnement humain à travers ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et c'est pour ça qu'on les appelle les réseaux de neurones, parce que bah, nous, bah, on a des neurones pour pouvoir avoir du raisonnement. Et bah, ça va être la même chose, et elle va essayer de mimer ce comportement humain. Il faut que vous distinguiez deux choses, ce qu'on va appeler l'apprentissage de modèle de l'inférence, c'est-à-dire la partie prévision. J'ai un modèle qui est prêt, et ensuite je l'utilise pour pouvoir répondre à une question. Tout simplement, vous connaissez tous cet exemple, les petits chats et reconnaissance sur une image d'un chat. Bon, dans notre vie professionnelle, c'est pas ce qu'on va faire, hein, mais c'est des exemples très classiques que l'on peut voir. Bah, qu'est-ce qu'il a fallu pour que l'IA puisse bah, fonctionner? Il a fallu qu'elle lui donner plein de banques d'images où il y avait des chats et en disant, ici, il y a un chat. Et derrière, bah maintenant, une fois qu'on lui donne une image, il est capable de dire si oui ou non, sur cette image, il y a présence d'un petit chat. Donc, on distingue les deux, bien entendu, la partie apprentissage et la partie inférence, et je reviendrai après sur ces points. Donc, comme je disais, bah, l'objectif, c'est tout simplement de mimer les réseaux, enfin, mimer, pardon, le cerveau humain, mais en mieux ou pas.
Parce que attention, c'est que les dérives, vous avez peut-être tous entendu parler que l'IA, bah, parfois, elle part un petit peu, soit trop loin, qu'on a du mal à la contrôler, soit qu'elle va avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Mais c'est un petit peu comme nous. C'est que parfois, parmi notre flux d'informations, eh ben, on va s'y perdre un petit peu. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à l'hallucination, mais on va pas avoir un raisonnement qui est subjectif ou qui est le bon. Eh ben, c'est la même chose sur l'IA. Il faut être en capacité de la contrôler. Et je pense que vous l'avez déjà vu, que parfois, il y avait des choses qui étaient fausses. C'est que quand vous posez des questions, une succession de questions, et notamment à ChatGPT, bah vous allez vous rendre compte à un moment que si ça se trouve, il est en train de faire fausse route ou en tout cas d'avoir un raisonnement qu'il vous semble pas juste. Et donc, bah, la plupart du temps, ça marche bien. Parfois, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des dérives et l'IA n'est pas parfaite comme notre cerveau. Maintenant, l'IA grand public, vous la connaissez finalement maintenant depuis quelques années. À travers quoi? À travers les assistants vocaux. Alors, il y a eu des premiers assistants vocaux, je pense qu'ils nous énervaient. Pourquoi ils nous énervaient? Parce que, je vais revenir, c'était basé sur ce qu'on appelle de l'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est des règles. Alors, il reconnaissait notre voix, il était capable à peu près de comprendre, et puis après, bah, il avait un arbre. Par rapport à ce que je lui disais, par exemple, il disait, ah, je crois que Jonathan, il me demande de jouer de la musique. Donc, à un moment, il comprenait musique. Et puis après, il essayait de trouver le morceau de musique. Mais sauf que, on se rendait compte que parfois, quand on était arrivé dans un arbre, ce qu'on appelle un arbre de décision, on n'arrivait pas à remonter. C'est-à-dire que bah, si à un moment il avait compris que je voulais de la musique, eh ben, il essayait absolument de comprendre le morceau de musique que je voulais qu'il mette. Mais sauf que si ça se trouve, c'était pas ça du tout ma question. Et qu'il n'arrivait pas à remonter et à avoir un raisonnement pour dire, oula, je dialogue avec, là en l'occurrence, bah, avec moi, on va dire avec Jonathan, et ben, je dialogue avec lui, et finalement, peut-être que je suis allé trop loin dans mon arbre, il va falloir que je remonte. Ça, c'était les premiers assistants vocaux. Aujourd'hui, les assistants vocaux, bah, ils embarquent, bien entendu, de l'intelligence artificielle. Et je reviendrai sur la distinction entre ce que je viens d'appeler finalement de la vraie intelligence et ce qu'on appelait l'IA symbolique, qui était bah, sur les prémices de l'IA. Vous connaissez aussi, bah, en termes d'IA grand public, bah, peut-être des choses type Photoroom, d'être en capacité de détourer des images. Et ben là, vous que je vous montre en live ce que ça peut faire. Et ben ça, en fait, c'est des choses qu'on connaissait depuis finalement assez longtemps. Et être capable de détourer une image, bah, ça nécessite quoi? De reconnaître un objet en disant, bah, voilà l'objet que je veux avoir, que je veux, pardon, mettre en exergue. Tout le reste, tu me le mets de côté. Et ben ça, c'est de l'IA. C'est ni plus ni moins que l'IA, où je vais reconnaître un objet, et après, bah, je vais essayer d'extraire cet objet de l'ensemble de mon image. Et un des grands, bah, du coup, piliers aujourd'hui de l'IA, bah, c'est OpenAI à travers ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est bien, mais je vais quand même un petit peu, je suis désolé, le critiquer. Parfois, alors, ChatGPT, ça marche très bien, mais moi, j'ai un petit souci déjà sur le problème de la souveraineté des données. Qu'est-ce qu'ils font de notre donnée? Et vous verrez que bah, finalement, moi, je l'utilise pas d'un point de vue professionnel, et d'ailleurs, j'essaye au maximum mes collaborateurs de leur dire d'éviter de ChatGPT, ou en tout cas de tout anonymiser par rapport à ce qu'ils font et de même pas mettre le terme Synovate, hein, parce que si vous l'utilisez dans la vie de tous les jours, et moi je l'utilise dans le monde associatif, vous verrez qu'il connaît tout. Et qu'il a beau me dire que bah, il a pas l'ensemble de mes données, bah, vous voyez qu'après, bah, alors moi, je suis dans le monde plutôt associatif du BMX, et il me dit souvent, alors au BMX VTT d'Ardy, c'est-à-dire le club auquel fait partie mon fils, et tac, directement, il me raconte une histoire de quelque chose que je lui avais précisé avant. Donc ça, c'est un petit peu gênant, et c'est gênant dans le monde professionnel. Qu'est-ce qu'ils font de notre donnée? Par contre, ChatGPT, ça fonctionne très bien. Je vous ai donné ici un exemple que j'ai fait rapidement hier en disant, bon, bah, je veux faire un mail à un client pour faire le point sur un dossier sur les bases des éléments suivants. Le ton doit être formel mais sympathique. Le mail doit être concis mais clair pour comporter des passages, enfin, et ne pas comporter, pardon, des passages inutiles. Et là, bah, du coup, il va me générer un mail. Ce qui est important quand vous dialoguez avec l'IA, et ça, j'y reviendrai un petit peu, c'est toute la partie qu'on appelle prompt engineering. D'être capable de lui donner les bonnes informations pour qu'il me donne la bonne réponse. Pour ça, il faut être le plus précis possible. Si vous regardez, bah là,
j'avais un prompt, mais bon, il m'a fait un mail un petit peu générique. Mais si je lui donne l'information derrière, complémentaire, en lui disant, voilà le numéro de dossier, j'ai besoin de planifier une réunion dans un mois, la réunion elle a tel but, il faut demander les disponibilités au client. Si vous êtes précis dans ce que vous lui demandez, la réponse sera d'autant plus précise. C'est logique, mais ça, faut pas l'oublier. Et souvent, alors là, j'ai pas très bien d'ailleurs structuré mon prompt, mais souvent, moi, quand je fais un prompt, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous utilisez l'IA? Vous lui dites contexte, objectif, et après, vous lui détaillez les éléments qu'il peut prendre. C'est-à-dire en lui disant, voilà les informations, soit que je veux que tu ingères dans ce que tu vas me rendre, ou voilà également les informations sur lesquelles tu peux te baser. Donc une pièce jointe qui peut être un PDF ou autre. Bon, d'autres exemples. Là, bah, souvent, bah, comment établir un budget? Bah, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire quelque chose de générique. Ça, c'est gênant de l'IA. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes, ou en tout cas ceux qui sont déjà utilisateurs de l'IA s'en sont déjà rendus compte, c'est qu'elle a toujours une réponse. Et ça, c'est fatigant parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'il faut le faire attention, c'est que l'IA, elle apportera toujours une réponse, quel qu'il soit. Parfois, vous n'avez pas eu le temps de taper mais quel que soit l'algorithme ou autre, vous n'avez pas eu le temps de finir votre phrase, vous avez appuyé sur Entrée malencontreusement si vous êtes sur un chatbot, comme là, ChatGPT, qui vous donne déjà une réponse. Vous lui dites, là, bah, établir un budget, oh, bah, il y va. Bon, bah, alors, pour établir un budget, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais si ça se trouve, j'avais pas fini ma phrase. Et donc ça, il faudra faire attention parce que là, on est sur l'IA générative, là, que je vous montre, qui est bateau, pas de problème. Vous êtes sur quelque chose où, finalement, je lui demande un petit peu les grandes étapes pour établir un budget. Bon, c'est assez simple, mais demain, quand vous êtes sur de l'analyse de données, c'est-à-dire que vous utilisez une IA qui va peut-être détecter des fraudes, détecter des anomalies. Il faut faire attention de lui donner les bonnes informations précises, parce que si vous lui donnez pas les bonnes informations précises, elle vous donnera une réponse très généraliste et parfois erronée. Donc, faut être attention, faut toujours être précis dans ce qu'on va lui demander naturellement. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples que vous retrouverez pour vous montrer que ça fonctionne bien. Maintenant, passons un petit peu sur l'histoire. Alors, je vais pas vous faire toute cette slide parce que là, je pense que on en a jusqu'à midi, vous allez en avoir plein la tête et vous allez prendre peur. Mais je vous l'ai mis quand même parce que finalement, bah, ce qu'il faut voir, c'est que les débuts de l'IA, c'est à peu près les années 40 et 50. Et puis, on a tous entendu parler de la machine de Turing. Et je pense que c'est ça, et puis notamment grâce bah, à ce qu'on a vu à l'école, et puis aussi à un film célèbre, et donc du coup, bah, c'est les prémices des choses de l'IA. Et je vais revenir un petit peu sur tout ça, mais vous allez voir que bah, l'histoire de l'IA, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hivers, et parfois il a fait un peu froid, c'est-à-dire que l'IA, elle a fait des petits flops. Et je vais revenir un petit peu sur ces choses-là. C'est aujourd'hui, effectivement, elle est en vogue, mais il y a eu des moments un petit peu difficiles. Un point qui est clé, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA. Mais aujourd'hui, l'IA, qu'est-ce qu'elle englobe également? Ben, elle englobe le machine learning. Elle englobe également toute la partie aujourd'hui que vous connaissiez sur la partie statistique. Faut pas les mettre de côté. Alors, on parle beaucoup d'IA, mais en fait, si vous voulez, avant, au début, bah, que l'IA, elle a eu le boom sur la fin des années 2010, c'est-à-dire 2017, 2018 et surtout 2020, ben on disait machine learning, IA, et puis d'ailleurs, on savait pas les différencier. Mais en fait, les deux vont ensemble. Sous-jacent à l'IA, c'est des algorithmes de machine learning et de deep learning. Donc finalement, ben maintenant, on parle beaucoup d'IA et on peut voir le machine learning comme finalement une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Mais je vais revenir sur cette histoire. Alors, histoire de bien vous mettre en pleine forme, quand même quelques définitions. Parce que bah, chacun son langage. Là, ça c'est mon langage du quotidien, c'est peut-être forcément pas le vôtre, mais je pense que bah, vous aussi, vous avez forcément vos définitions et votre langage du quotidien. Et je vais essayer de vous définir et j'ai essayé de vous mettre une définition simplifiée avec quelques exemples. L'intelligence artificielle, finalement, c'est une discipline. C'est un ensemble de catégories, de familles de méthodes qui visent à créer des programmes capables d'imiter des comportements intelligents et souvent humains. Quand je travaille avec un client, la première chose que je lui pose, quand il veut développer une IA ou quand il veut développer quelque chose, je dis, OK, est-ce que tu serais capable de réaliser cette action
avec un raisonnement qui est objectif. Souvent, s'il me répond, oh non, non, c'est totalement subjectif, je dis, je suis pas sûr qu'on va réussir à développer une IA. Parce que finalement, comment va-t-on imiter le raisonnement humain? Et souvent, ce qu'il va me répondre, il va me dire, oui, mais alors là, ce serait très complexe, voire il me faudrait des jours ou des années. Et là, je lui dis, ah bah, c'est pas grave. Là, pour le coup, l'algorithme, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider pour être un accélérateur et essayer de reproduire ce comportement. Après l'IA, bah, bien entendu, il y a le machine learning. Et là, vous en avez beaucoup entendu parler, je pense, du machine learning et notamment du deep learning. Aujourd'hui, on peut le voir comme un sous-domaine de l'IA, où en fait, finalement, le machine learning, c'est des algorithmes qui vont être auto-apprenants et qui vont être capables, en fait, finalement, c'est des équations statistiques, des algorithmes statistiques qui, par rapport aux nouvelles données qu'on va récolter, vont être capables de se mettre à jour et donc de tout coup s'adapter au contexte des données et aux nouveaux contextes les contextes socio-économiques ou autres et être capable de mettre à jour automatiquement les modèles. Le deep learning, eh ben, on est encore sur une sous-catégorie du machine learning, et où là, vous allez avoir ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Dans le machine learning, il n'y a pas que des réseaux de neurones. Il y a des fois des arbres de décision, que vous avez peut-être entendu parler, qui sont bah, de ce qu'on peut appeler le random forest, qui était très connu, mais tout simplement des arbres de décision que vous avez peut-être connus avec des arbres de règles. Et ben ça, finalement, ça fait partie indirectement du machine learning. Le deep learning, lui, c'est une sous-famille qui va être autour d'un algorithme principal, les réseaux de neurones, et notamment les réseaux de neurones profonds, et qui vont permettre de traiter un grand volume de données, et surtout des données qui sont, qu'on va dire, semi-structurées ou pas structurées. En l'occurrence, quoi? Bah, pas que des données tabulaires, pas que des données chiffrées, mais également du texte, des images, des vidéos. Et c'est là où vous avez, une fois que le deep learning, on a eu la capacité d'aller d'un point de vue informatique loin au niveau du deep learning, c'est là qu'il y a eu la genèse de l'IA. Parce qu'on a été capable de traiter du coup du texte, de traiter des images, de traiter de la vidéo, et donc demain de pouvoir même les générer. Et les générer à travers quoi? Je saute rapidement sur un autre point, les transformers. Les transformers, c'est eux qui sont des architectures de réseaux de neurones qui vont permettre, notamment sur les textes et les images, bah, de pouvoir faire de la génération. Alors, comment ils font? En fait, ce qu'ils font, c'est que les Transformers, eux, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'auto-intention. Donc, c'est de pas prendre juste un mot. Si on fait, par exemple, si vous avez une phrase, un mot seul, mais de prendre un mot dans son ensemble de la phrase. Et quelle que soit la position des mots. Parce que bah, parfois, la même phrase, on peut la commencer, on peut faire sujet, verbe, complément, ou on peut bah, parfois mettre un COI et un COD qui va être avant, après le verbe. Et donc, bah, c'est là où vous allez retrouver bah, justement, lui, les transformers, ils vont être capables de comprendre et prendre le mot dans l'ensemble de la phrase. Donc là, bah, vous avez finalement les fondements statistiques, mathématiques de l'IA. Alors après, bah, qu'est-ce qu'on parle? On parle l'IA symbolique. Alors l'IA symbolique, j'en parlerai, bah, finalement, c'est des moteurs de règles basés sur la logique et c'est les prémices, vous verrez, tout à l'heure, j'en parlerai de l'IA. Par contre, il n'y a pas d'apprentissage automatique et c'est ce qui a fait les limites à un moment de l'IA. Les systèmes experts, je vous le mets de côté. Puis l'IA générative, bah du coup, c'est une branche de l'IA dont son objectif, c'est quoi? C'est de générer. Alors faites attention, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Et quand on parle d'IA, on pense trop IA générative. Pour moi, n'oubliez pas que l'IA, finalement, c'est bah, quand je vous ai présenté de telle façon, quand je vous parle de machine learning, bah, finalement aussi, ça veut dire peut-être tout simplement avoir un algorithme de classement, un algorithme de prévision alors, de prévision du futur, peut-être sur du budget, sur des atterrissages budgétaires ou autres. Et ben ça, finalement, maintenant, on parle d'IA, peut-être à tort et à travers, mais ça fait partie de l'IA. Je vais passer sur les concepts clés pour pas vous mettre, mais comme ça vous retrouvez, je vous ai mis un petit peu plus de slides hein, pour que vous ayez ce qu'on appelle machine learning supervisé, non supervisé, mais je vous ai mis un petit peu sur ces concepts clés que vous pourrez regarder a posteriori. Alors, si on revient quand même sur la frise chronologique, au niveau de l'IA, ben,
En fait, les années 50 à 74, c'est les fondations de l'IA. Et donc là, avec ce qu'on utilise comme la machine de Turing qu'on a entendu, dont on a beaucoup entendu parler. Et là, c'est les débuts de l'IA avec ce qu'on appelle l'IA symbolique. Alors l'IA symbolique, ce que je vous ai dit, bah, finalement, c'est des moteurs de règles. Alors on était très contents parce qu'en fait, ces moteurs de règles, ils avaient la capacité à traiter un très très grand nombre de règles. Là où l'humain, parfois, c'est difficile. Quand vous avez beaucoup de règles, bon, on va s'y perdre un petit peu. Donc c'était bien, mais vous verrez que c'était pas suffisant. En parallèle, ne négligez pas tout ce qu'on a vu en méthode statistique. Je n'opposerai jamais les statistiques qu'on a pu faire, qu'on fait toujours, peut-être que les régressions linéaires, pour ceux qui connaissent, les régressions logistiques, je les opposerai jamais à l'IA. Aujourd'hui, finalement, c'est juste qu'il y a eu des courants, c'est-à-dire que quand à un moment, l'IA, vous verrez, elle est arrivée dans une période un petit peu hivernale, qu'elle s'est un petit peu éventrée, eh ben, la statistique était toujours là. Et aujourd'hui, il faut que vous voyez, en fait, les méthodes statistiques sont les fondements de l'IA et de l'IA sur l'analyse de données. Et donc aujourd'hui, c'est toujours existant. Et moi, la première chose que je fais quand j'ai des collaborateurs qui arrivent, qui sont des jeunes, ils arrivent à l'école, qu'est-ce qu'ils voient? Ils apprennent que les boîtes noires, sous-jacents aux IA, la première chose que je fais, c'est je les forme aux statistiques. Et inversement, pour ceux qui viennent du monde de la stat. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. Et tout ce que vous connaissez peut-être sur les séries temporelles, si vous avez déjà utilisé, sur les régressions linéaires, les corrélations, l'analyse de tout ça, et ben ça, en fait, finalement, c'est des bases aussi de pouvoir donner à manger aux algorithmes de machine learning, notamment, les bonnes informations, les bonnes données. On dit souvent, si on donne des mauvaises données en entrée, eh ben on aura des mauvaises sorties. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc, bah, tout ce qu'on fait en statistique, c'est important. Par contre, là où va révolutionner maintenant les nouvelles générations d'intelligence artificielle, la statistique, c'est la capacité à donner une plus grande autonomie aux non-statisticiens. Et puis je dirais même aux statophobes. De personnes, c'est d'avoir la capacité à mettre à disposition de la statistique des algorithmes statistiques au plus grand nombre sans forcément être bah, du coup un génie de la stat. Et c'est ça qui est important du côté de l'IA qui va autocontrôler, qui va avoir la capacité de lancer différents algorithmes, de pouvoir les challenger, de pouvoir les comparer et à la fin de choisir le meilleur. Malheureusement, après 74-80, boum, premier hiver de l'IA, premier temps froid. L'IA, là, finalement, c'est la fin des illusions sur l'IA symbolique. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on était sur des moteurs de règles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, quand on a voulu mettre un très 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 grand nombre de règles, bah, on n'avait pas suffisamment de capacité de calcul. Donc tout le monde était là, oh, bah, super, en fait, je suis sur un nombre de règles fini. Ça a été un petit peu une désillusion. Et surtout, bah, c'était une incapacité à apprendre. C'est-à-dire que là, si vous voulez, en dehors de ce qu'il connaissait, des règles qu'on avait données à ses premières IA symboliques, il ne savait pas faire. Et donc là, bah forcément, l'humain, lui, il savait faire des choses plus, bah du coup, plus enrichies que ce que lui donnait finalement l'IA symbolique. Et donc, ça a été le premier flop autour de l'IA. Mais en parallèle, 1980 à nos jours, derrière, c'est l'ère du machine learning et du deep learning. Et là, on en a beaucoup entendu parler, avec l'arrivée notamment des data scientists. Alors au début, le data scientist, c'était le mouton à cinq pattes, fallait qu'il fasse tout. Fallait qu'il fasse les flux de données et puis les algorithmes statistiques et ainsi de suite. Non, aujourd'hui, data scientist, c'est celui qui est bon sur l'algorithme statistique, sur le machine learning, le deep learning. Le data engineer, c'est celui sur les flux. Le data analyst, c'est celui qui va interpréter les résultats, analyser les résultats. Et donc, on a mieux décomposé. Mais par contre, on a eu la capacité ici, ça a été l'essor du machine learning et du deep learning, c'est-à-dire ces algorithmes. Ces algorithmes, ils avaient été développés il y a pas mal d'années. Mais au début, bah, pourquoi est-ce qu'on les avait pas et qu'on les mettait pas à disposition, en tout cas qu'ils n'étaient pas à disposition du grand public? Bah, tout simplement parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul. Et il y a eu un gros essor autour de l'informatique qui a permis de mettre à disposition ces algorithmes, notamment les réseaux de neurones, les arbres de décision, mais les arbres de décision cette fois-ci de type random forest, auto-apprenant ou autre, et c'est là où ça a permis de faire un gros boom. L'essor toujours du machine learning, du deep learning, toujours aujourd'hui d'ailleurs, on en a toujours besoin.
Deep learning, l'analyse des images, on la voit partout. Aujourd'hui, on va parler d'IA. Vous entendez moins ce terme? Comme je vous ai dit, vu que c'est une sous-catégorie. 1987-1995, allez, second et vert de l'IA, parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre 80 et 87, je vous l'ai pas mis, eh ben, il y a eu un petit boom. Et ça a été un petit peu comme, bah là, il y a eu un boom dans les débuts des années 80 avec ce qu'on appelait les systèmes experts. Alors, je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais en fait, ces systèmes experts, hein, c'était pour le coup des IA, mais des IA qui étaient très spécifiques sur un domaine précis. C'est-à-dire, c'était des IA qui, dans un domaine précis, avaient la capacité d'avoir un petit peu d'intelligence. Sauf que le problème, c'est que ces systèmes experts, ils n'avaient pas d'apprentissage automatique et ils étaient, je pourrais vous dire, domaine-centriques. C'est-à-dire qu'ils étaient très orientés sur quelques domaines. On a pu voir ce qui a été fait notamment dans le monde de la santé, ce qui a été fait du côté de IBM. Et en fait, bah ça a été un petit peu, je vais me dire, un flop malheureusement parce qu'il n'y avait pas d'apprentissage directement automatique. Et enfin, ben voilà, 2017 à aujourd'hui, là c'est l'explosion de ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model, et l'IA générative. Ben en fait tout ça, ça vient notamment parce que ben on a eu aussi un autre boom qui a fait un flop, c'était le big data, ben, la capacité à traiter des grandes masses. Mais tout ça on s'est nourri, ce qui a permis de faire qu'aujourd'hui on a une explosion de l'IA, mais une explosion de l'IA qui est finalement basée sur de la stat, qui est basée sur du machine learning, sur du deep learning et qui intègre. Et donc c'est l'ère des transformers qui a permis d'avoir les nouvelles générations d'intelligence artificielle. Une date clé, pensez bien, c'est GPT-3. C'est lui qui a commencé. Alors avant, je vous remettrai une petite frise. Il y a eu, il y a eu bien entendu autour des jeux, du jeu de Go, il y a eu des choses déjà, des grandes avancées. Mais à un moment pour le grand public, quand GPT-3 est arrivé en 2000, c'est 2010, 2020, pardon, je vais arriver. En 2020, c'est là où vraiment il y a eu, bah, du coup, pour le grand public, la mise à disposition des intelligences artificielles génératives et qui s'avéraient suffisamment performantes. Donc je vous ai remis une petite frise faite par un de mes collègues qui m'a permis de vous le mettre un petit peu d'histoire et puis un petit peu ludique avec bah, des grandes étapes, notamment ce que je vous disais ici GPT-3 qui est sorti et puis GPT-4 qui là encore maintenant permet d'aller plus loin et aujourd'hui tous ses concurrents. Je vous ferai pas l'overview de toutes les solutions qui existent, mais n'hésitez pas bien entendu à poser les questions dans le chat. Maintenant, les leçons de l'hiver l'IA. Pourquoi aujourd'hui c'est différent d'hier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'IA fonctionne bien? Alors déjà, la première chose que je vous ai pas mis, bah, c'est que l'IA finalement, ça englobe le machine learning, le deep learning, et puis pour moi même la statistique. Indirectement, quand vous faites un algorithme statistique, même une régression linéaire, mais que vous mettez à jour de temps en temps, bah, finalement vous êtes en train de faire, vous, une intelligence. Alors, pas tout à fait artificielle, parce que elle n'est pas automatique, il y a une intervention humaine, mais pas loin finalement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas les opposer, mais finalement, vous en faites et vous l'utilisiez déjà. Sauf qu'on a des nouvelles générations. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on bat? C'est derrière nous un petit peu ces hivers. Bah déjà, on a des avancées en termes de puissance de calcul. On a des capacités de calcul aujourd'hui qui sont très importantes, et notamment avec les GPU, qui nous permettent de traiter mieux ce grand volume de données et la capacité à pouvoir générer ou à pouvoir prédire sur des grands volumes de données. Les volumes massifs également des données pour entraîner, ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, pas de données, pas d'IA. Pas d'apprentissage, pas d'IA. Si vous voulez une intelligence artificielle, il faut lui faire apprendre. Alors quand je suis sur de la donnée et que je suis sur un algorithme, bah, qu'est-ce que j'essaye? C'est que j'essaye de rechercher ce qu'on appelle des facteurs influents pour expliquer un comportement. Et puis lié à ça, je vais essayer de modéliser mon phénomène. Bah, finalement, vous êtes en train de faire un apprentissage. Sous-jacent à ChatGPT, il a fallu lui faire apprendre plein de textes, plein d'images, reconnaître un objet dans une image. Et ça, bah, de toute façon, si vous avez aujourd'hui, grâce au big data et le traitement de ces gros volumes, bah, il a fallu le faire apprendre, mais fallu lui donner à manger l'ensemble de cette information. Et aujourd'hui, bah, pourquoi on essaie derrière nous un petit peu les hivers de l'IA? Bah, c'est parce que aussi, on a des algorithmes d'apprentissage qui sont vraiment performants.
Aujourd'hui, l'IA est partout. Un nouvel hiver est-elle possible? Je ne peux pas le dire. Je prédirai pas le futur là-dessus. Je suis pas. Mais en tout cas, c'est possible. Ce qu'il faut faire attention, c'est une utilisation excessive. Faire attention aux biais. On peut avoir des désillusions. Et surtout, il y a une question d'éthique et de souveraineté de la donnée. C'est-à-dire que si on n'utilise que des IA grand public et qu'on donne tout à, notamment, je vous prenais l'exemple de ChatGPT, mais il y en a d'autres, hein, quels qu'ils soient. Et ben là, je pense qu'il y aura des problèmes et qu'il y aura même des problèmes entre les gouvernements. Ce qu'il faut voir, c'est que ChatGPT, c'est américain. Vous connaissez, je pense, le Patriot Act. Vous connaissez, bah maintenant, on a construit même un IA Act. Et je suis pas sûr que, par exemple, bah, d'un point de vue du gouvernement français, on soit tout à fait d'accord de mettre des données sensibles directement dans des IA type ChatGPT ou autre. Donc c'est là aussi qu'il faudra faire attention, c'est que si on les utilise à bon escient, je vois pas pourquoi il y aurait de nouvel hiver, mais si on en fait une utilisation abusive, bah pourra y avoir des dérives, et ces dérives feraient que ça ralentirait finalement l'utilisation de l'IA, ou en tout cas qu'il y aurait des craintes. On les oppose pas. Donc, statistiques, machine learning et IA. Statistiques inférentielles, bah, vous connaissez ça. C'est la modélisation classique sur des données. Alors, souvent qu'on peut dire un petit ensemble de données. En tout cas, on peut pas traiter des gros volumes de données très, très massifs et très hétérogènes. Mais en tout cas, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas les opposer. Et souvent, c'est la base. Il faut passer par là pour donner des fois à manger à l'IA les bonnes informations. Le machine learning, bon, on a l'approche très data-driven. Comme je vous disais, c'est des modèles adaptatifs. Et là, on a une capacité, bien entendu, à traiter des données de tout type et pouvoir les réunir ensemble. Et enfin, l'intelligence artificielle, bah derrière, ça va les intégrer, elle va se baser sur ça. Elle va se baser sur ce que vous allez faire en statistique, sur ce que vous allez construire en termes de machine learning. Et c'est ça aussi qu'il faut que vous lui donniez à manger pour lui faire apprendre dans vos contextes spécifiques. Vous avez vu, j'ai parlé beaucoup d'apprentissage. Parce que vous, il y a des choses effectivement que vous pouvez avoir prêtes à l'emploi, mais il y a des choses que vous allez peut-être vouloir construire sur mesure, et il va être nécessaire de faire apprendre. Alors, on essaie de faire apprendre, bah, tout simplement, des fois en lui donnant un algorithme de machine learning et en disant, bah, voilà le volume de données, peut-être aider à l'interprétation des résultats, et en faisant en sorte que derrière, il puisse avoir du raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, il va avoir ses capacités. Mais je reviendrai sur ces éléments, vous inquiétez pas, avec des exemples tout à l'heure. Je vais passer les avantages et les contraintes, mais je vous les ai mis pour que vous puissiez les retrouver, bien entendu. Maintenant, l'IA et l'IAGEN au service de l'analyse de données et des contrôleurs de gestion. Bah, les défis et les apports de l'IA, je vous ai mis quelques exemples. Les défis, dans votre métier et puis dans le nôtre, hein, tous autour de la table, et le mien également, bah, c'est la complexité des données. On a plein de sources avec des formats hétérogènes. Malheureusement, parfois, bah, on a des PDF qui traînent parce qu'on a des documents numérisés qui sont nos archives ou même actuels. On va avoir des documents qui vont être finalement avec énormément de texte, des informations textuelles, manuscrites. On va avoir plein de tableaux de données. Et bah ça, ce qui est difficile, c'est qu'on va avoir cette complexité des données. Et dans votre cas, bah, notamment des données internes qui peuvent être des budgets, des rapports financiers, des données comptables, des données externes avec des statistiques démographiques, économiques, sociales, des données fiscales. Et ben finalement, bah, comment déjà je vais être capable de emmagasiner, de structurer l'ensemble de cette donnée. Ensuite, les défis, bah, on a tous une charge de travail trop importante. Je pense qu'on se plaint tous. C'est comme ça. On est peut-être parce qu'on est français, mais pas que, hein, parce qu'on a une vraie charge de travail. Et en fait, bah aujourd'hui, le défi, c'est comment j'arrive. On a beaucoup de tâches qui sont chronophages, et comment j'arrive à être finalement plus efficace et me concentrer sur là où j'ai de la plus-value. Et par exemple, sur de l'analyse stratégique dans votre cas. Et non pas sur bah, faire de la requête SQL à tout va, d'être capable de nettoyer peut-être mes données. Ça, il y a peut-être des tâches qu'on peut automatiser. Ensuite, bah, j'ai besoin d'avoir des fiabilités de prévision. Souvent, on est parfois, alors soit on a déjà des algorithmes prédictifs, mais on se dit est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il a un traitement qui est objectif, ou parfois on se dit bah c'est un peu au doigt mouillé. Bon, Jonathan, qu'est-ce qu'on va faire en 2025 au niveau de la R&D? Bon, 5000. Bon, ça nous arrive dans la vie de tous les jours, mais on aimerait bien avoir un traitement où justement des analyses plus objectives
pour pouvoir le faire, pour pouvoir, en tout cas, après, prendre la bonne décision. Et enfin, on a besoin d'anticiper, détecter. Donc, bah, anticiper, détecter, détecter quoi? Des écarts budgétaires imprévus, des anomalies financières, des fraudes. Pouvoir anticiper finalement bah, une tendance à la baisse, une tendance à la hausse. On a besoin de tout ça. Maintenant, quels peuvent être les apports de l'IA? Déjà, l'IA, elle peut nous aider, si on revient sur la complexité des données, elle peut nous aider à traiter et structurer en automatique les données. Comment? Bah, vous avez des algorithmes, par exemple, je vous parlais de données manuscrites. Et ben, vous avez ce qu'on appelle des OCR. C'est la reconnaissance de texte dans des images, dans du PDF. Et être capable de, bah, à partir de ce texte qui est peut-être sur du PDF ou des choses qui sont numérisées, de pouvoir directement le mettre en base de données. Mais également, on a des algorithmes NLP, Natural Language Processing, qui permettent de transformer le texte en information. Parce que quand on a du texte et qu'on a du texte libre, bah c'est difficile. Ce qu'on voudrait, c'est peut-être tout simplement le labelliser. Avoir une information, être capable de le synthétiser en un mot ou en une catégorie sous-jacente à la base de données. Bah ça existe et on peut les utiliser pour traiter ça en automatique. Et bien entendu, bah, être capable de récupérer automatiquement l'ensemble de nos données à travers peut-être des algorithmes de scrapping et ainsi de suite. Bah, ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, oui, Jonathan, mais en fait, on connaît déjà ça, on l'a déjà fait. Bah oui, comme je vous ai dit, l'IA, on en parle beaucoup, mais c'est des choses qu'on a déjà fait dans certains contextes. Là où c'est intéressant, par contre, c'est que vu que si on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de s'adapter. Elle est typiquement, je vous prends un exemple tout bête. Comme pour ceux qui ont déjà fait des flux de données, ce qu'on appelle de l'ETL ou autre, en gros, si j'attends une donnée qui est dans la cellule C2, il attend la donnée qui est dans la cellule C2. Ah, le problème, c'est que bah là, je vous mettais dans Excel. Le problème que l'on a, c'est qu'on est tous pareils. Nos fichiers Excel, ils bougent. La cellule C2 s'est retrouvée en E18. Et puis là, bah forcément, si on a fait quelque chose où on mettait, bah, je fais tout simplement dans Excel égale C2, dans quelque part fois quelque chose, et ben là, malheureusement, si on a déplacé, peut-être qu'on perd notre information. L'intelligence artificielle, là où ça va être intéressant, c'est qu'elle va plutôt regarder le schéma, elle va regarder, si vous voulez, l'objet. C'est-à-dire qu'elle va essayer de retrouver, si l'objet c'était typiquement, je dis n'importe quoi, chiffre d'affaires, eh ben, elle va pas s'intéresser à exactement où ces deux. Elle va dire, j'ai compris que ce que tu cherchais et que dans ton algorithme, dans ton flux de données, ce que tu as besoin, c'est du chiffre d'affaires. Et peu importe où il est présent, elle va être capable, logiquement, la plupart du temps, de le retrouver. D'où l'idée que je vous disais tout à l'heure, les petits chats, retrouver le chat dans une image. Et ben c'est la même chose. Là, être capable de, dans une information parfois bah, qui se retrouve déstructurée, de retrouver l'endroit où se trouve mon chiffre d'affaires. Sur notre charge de travail, eh ben, ce qu'on voudrait, c'est automatiser des processus et des analyses. Donc là, bah, on a notamment des processus, on a ce qu'on appelle des petits robots, qui sont des RPA. Euh, et en fait, si vous voulez, eux, c'est des petits robots qui vont mimer comportement humain. Vous lui dites, bah, tu vas faire ça, 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 ça. Ça, c'est des choses qui sont aussi de l'intelligence artificielle. Si tous les matins vous arrivez, vous dites, bon alors, j'ouvre mon ordinateur, allez, je vais vous prendre BO. Je vais dans BO. Dans BO, je vais faire ça. Ensuite, je fais mon petit feed, je fais ces choses-là et ainsi de suite. Mais mettez un petit robot qui le fait à votre place. Et demandez-lui de vous envoyer le résultat de cette chose-là. Vous gagnerez du temps. Et ben ça, ces intelligences artificielles, c'est très simple finalement de pouvoir les déployer. Bien entendu, ce qu'on veut aussi, c'est peut-être pas que des choses qu'on peut faire de manière automatique, c'est détecter des écarts. Vous l'avez tous vu, bah, on a tous des écarts des fois au budget. Bon, c'est la réalité. Et ben ça, on veut pouvoir les détecter. Quand tout va bien, ne m'alerte pas. Mais quand je vois un écart, alerte-moi. Et ben c'est une règle toute bête, mais de pouvoir détecter automatiquement ces écarts. Et demain, d'apporter avec l'IA, vous verrez un raisonnement et j'en reparlerai. Sur la partie fiabilité des prévisions, bah là, on parle de toute la partie machine learning, prévision automatique, et puis, bah, par exemple, dans votre cas, peut-être automatisation des ressources, quelles qu'elles soient, financières, humaines ou autres. Et bah là, en fait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer des modèles prédictifs sur l'analyse des données passées. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais l'analyse sur les données passées, ok, je prédis peut-être à un temps t plus un,
mais montant T+2, T+3, T+4, le monde, il évolue. Ben oui, mais vu que votre algorithme, il est auto-apprenant, il va, lui, continuer à apprendre à partir des nouvelles données, eh ben, il va s'adapter par rapport à vos nouveaux contextes. Et donc là, on retrouve toute la partie, notamment machine learning, dont je parlais tout à l'heure. Il faut les contrôler, ces algorithmes, parce qu'autrement, bien entendu, souvent, et c'est là on met du monitoring de ces algorithmes pour voir s'ils dérivent ou s'ils ne dérivent pas et s'assurer qu'ils ne dérivent pas. Et enfin, sur anticiper et détecter, bah, c'est la détection automatique des anomalies, des écarts budgétaires imprévus. Donc là, bah, on fait des algorithmes d'apprentissage automatique pour la détection des anomalies, l'analyse en temps réel, la détection des fraudes. Mais ça, c'est ce que vous avez entendu. Il y a peut-être quelques temps, vous aviez fait peut-être des webinaires autour de la data science. Bah, finalement, on le retrouve là. N'oublions pas, et c'est les fondements notamment de l'IA. Et après, je vous irai plus loin pour vous montrer ce qu'on peut faire. Finalement, l'IA, elle est au service de l'ensemble du cycle de vie de la valorisation de données. De l'intégration à sa restitution. De l'intégration, ce que je vous ai dit, automatiser l'ingestion de la donnée et la structuration de cette donnée. Je reconnais où est la donnée, je la structure, je la stocke au bon endroit, comme je veux. Ensuite, bah, derrière, la partie exploration, fouille des données. Elle m'aide pour explorer un grand jeu de données. Je vous le montrerai sur des cas concrets. Alors là, c'était plutôt sur des tableaux de bord, mais vous verrez que c'est assez bluffant ce qu'on peut faire. Donc, explorer, identifier des tendances, des corrélations. L'analyse, bah, c'est tout ce qu'on a parlé. Traitement automatique, mise en place d'algorithmes prédictifs, détection des phénomènes, des anomalies. Et enfin, la restitution. Et là arrive notamment sur la restitution pour vous l'IA générative. Ben, si vous lui donnez à manger des tableaux de bord, l'ensemble d'informations, l'IA générative sera très forte pour vous synthétiser l'ensemble de ces informations. Vous générez un mail comme vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, elle va avoir la capacité de pouvoir consolider l'ensemble de cette information, vous en faire une synthèse et même parfois, puisqu'on arrive aujourd'hui sur des algorithmes avec du raisonnement. Alors vous avez peut-être entendu parler de DeepSeek, dont on parle beaucoup. DeepSeek versus ChatGPT, ne faisons pas le combat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur les nouvelles générations encore d'IA qui vont aller plus loin dans le raisonnement. C'est-à-dire, je ne suis pas uniquement dans l'analyse, c'est j'analyse, j'interprète et je propose. Et c'est là que ces nouvelles générations vont aller un petit peu plus loin. Alors bien entendu, déjà, j'analyse, je suis content, et si j'ai une IA générative qui me synthétise tout ça. À la fin, je vais vous montrer, bien entendu, des exemples, vous verrez. Alors, l'IA générative pour vous, ça peut être quoi? Bah, générer automatiquement des analyses, je vous l'ai déjà dit, et comme ça, je gagne du temps. Mais également, bah, avoir un assistant IA pour m'aider à l'interprétation des résultats. Je vous ferai des exemples. Bah, m'aider, souvent on a des tableaux de bord, et moi je dis toujours aux clients, oh, maintenant nos tableaux de bord, ils sont de plus en plus complexes, j'en ai marre, j'arrive sur un tableau de bord, quel qu'il soit, ou un tableau de chiffres, bah, il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que bah il y a quelques temps avant, bah on disait on avait finalement la donnée brute. De la donnée brute, on se disait ah bah là on n'arrive pas à la traiter. On a construit des tableaux de bord, on est très, très contents, on s'est dit qu'on pouvait analyser. Et aujourd'hui, si vous regardez, la plupart autour de la table, nous, eh ben je pense que des fois malheureusement on n'analyse pas. On dit oh là la donnée elle est là-bas, le tableau de bord il est là-bas. Mais on sait que l'effort pour aller analyser ce tableau de bord parfois il est important et trop important, et donc du coup par manque de temps, bah, finalement on génère plus de l'information que réellement analyser cette information. Bah, ça vous pouvez demander à des assistants IA, et je vous le montrerai, de m'aider à analyser et à interpréter ces tableaux de bord. Autre point, je pense que vous requêtez beaucoup de données. Ça doit être un petit peu parfois votre quotidien. Alors en SQL ou autre chose. Et ben en fait, finalement, quand vous faites de la requête, eh ben, c'est pénible parce qu'il faut maîtriser soit le langage. On rêve tous de pouvoir être capable de requêter en langage naturel. De dire, donne-moi le top 10 des clients, donne-moi une sous-extraction de cette base et ainsi de suite. Et de dicter les choses et qu'après on génère le code. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas demain, c'est quasiment aujourd'hui que vous pouvez le faire. Et que ça existe, et je vous le montrerai sur un exemple. Et puis, bah, bien entendu, bah, création automatique de tableaux de bord, que ce soit en langage naturel, ou même proposer à l'IA de me dire, bah, vu que tu as toute cette information, essaie de me proposer un tableau de bord pertinent du jour, typiquement, pour me dire quelles sont les grandes tendances.
En une phrase, l'IA, c'est faciliter l'accès pour moi, c'est ni plus ni moins que faciliter l'accès à l'information et la création de nouvelles informations. N'oubliez pas le premier point, faciliter l'accès à l'information. Je pense que ça, c'est clé dans l'ensemble de nos métiers. Plus c'est facile d'y accéder, plus on peut se concentrer derrière sur notre partie stratégique. Et bien entendu, on espère qu'elle va nous créer de nouvelles informations qu'on mettrait du temps, nous, à faire. Un petit peu sur les nouvelles tendances, mais je ne vais pas aller trop loin pour garder du temps sur des exemples. Il y a un point qui est un petit peu gênant, c'est que si vous voulez, du point de vue de l'IA, c'est très consommateur. Je vous prends un exemple ici. On a à peu près, c'était en 2023, une étude qui a été faite. Il y avait à peu près 500 millions d'utilisateurs de ChatGPT qui posaient en question, en moyenne 10 questions par jour. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai pas les nouveaux chiffres, mais je peux vous dire que ça a explosé, que c'est beaucoup plus important. Ça voulait dire qu'on faisait 5 milliards d'inférences par jour. Et ben, ces 5 milliards d'inférences par jour, ça représente quoi? Ça représente 25 000, pardon, tonnes de CO2 par jour. C'est-à-dire la consommation annuelle de 5 681 Français en un jour. C'est énorme. Donc là, en fait, bah, on a quand même un problème avec cette IA. C'est que je veux bien, mais en fait, c'est pas RSE compliance. C'est pas du tout écologiquement parlant, c'est une hérésie. Et donc, on a un enjeu devant nous de comment traiter ça. Comment on le traite? Grâce à ce qu'on va appeler l'IA frugale. L'IA frugale, l'objectif, c'est d'avoir une approche plus éco-responsable de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de réduire, parce qu'en fait, si vous voulez, sous-jacent à des OpenAI ou à des Claude AI sur certaines choses, c'est des milliards et des milliards de paramètres. C'est des milliards, pardon, c'est des centaines de milliards de paramètres. Et donc, bah en fait, quand vous les appelez, ça coûte finalement, ça demande des ressources de calcul très importantes. Et donc, l'objectif de l'intelligence artificielle frugale, c'est de réduire ses consommations matérielles, de ces ressources matérielles énergétiques, tout pour déployer notamment nos modèles, tout en gardant la même performance. C'est ça l'IA. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, finalement, on va construire des plus petites IA avec moins de paramètres. Je vous ai déjà mis le petit, on est Français, on est content d'avoir Mistral, et qui sont des précurseurs dedans, qui ont construit à travers un des modèles qui s'appelle OpenHermes, un modèle avec 2 milliards de paramètres. Là où un 4 mini, vous êtes à... On n'a pas les vrais chiffres, mais je pense qu'on est à 4 ou 500 milliards de paramètres. Donc 250 fois plus petit à peu près. Eh ben, avec ces petits modèles, bah, bien entendu, vous allez pouvoir faire moins de choses. Parce qu'ils sont moins généraux, généralistes. Mais si vous leur faites apprendre une tâche bien spécifique, que vous les optimisez sur une tâche, ils vont s'avérer tout aussi performants. À quoi ça sert d'avoir une IA qui est capable de tout faire si moi, mon objectif, c'est de faire une certaine tâche bien précise? Je vous montrerai un exemple où nous, on l'a fait sur un générateur de SQL. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu utiliser Mistral, 2 milliards de paramètres uniquement. Et on lui a appris le SQL. Et on lui a appris le SQL et aujourd'hui, il est capable de répondre aussi bien, voire mieux, qu'un chat GPT. Mais pourquoi? Parce que bah, finalement, on a utilisé un petit moteur et on l'a optimisé sur ce contexte bien précis. Les bénéfices, pour vous, c'est quoi? Réduction des coûts, avoir un impact environnemental réduit, et je pense que ça, c'est important. C'est un soutien aussi à la durabilité, de pouvoir bah, faire en sorte que, que bah, bien entendu, ces IA, en plus, si elles sont spécifiques, on va pouvoir les faire évoluer dans leur domaine spécifique, dans des cas bien concrets. Et je vous parlerai d'une chose également, c'est la souveraineté des données. Parce que demain, si vous voulez développer des IA, que vous avez besoin d'IA, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord de mettre l'ensemble, comme je vous disais, des données sur des clouds américains où on ne sait pas ce qu'ils vont faire de la donnée et comment est-ce qu'ils l'utilisent. Aujourd'hui, c'est toujours pas clair. Ils peuvent toujours nous dire qu'ils ne l'utiliseront pas. Ils ont besoin de la donnée pour pouvoir apprendre. Et regardez le buzz du côté de DeepSeek, il est à cause de ça. Parce que d'un point de vue du gouvernement chinois, ou en tout cas d'un point de vue de cette entreprise, ils ont dit, ah non, mais alors nous, on est très clair, on va stocker votre donnée
pour continuer à faire apprendre nos modèles. Ah, au moins, ils ont été transparents et clairs. Ce qui pose problème. D'où l'Italie et l'ensemble de l'Europe là qui se posent des questions par rapport à cette IA. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, si on a ces grosses IA, vous pourrez jamais les déployer on-premise ou sur des clouds privés à vous. C'est-à-dire de déployer dans vos environnements on-prem ou sur un cloud privé, c'est trop gros, c'est infaisable. Donc, on a besoin d'avoir des plus petites IA. On va venir ce qu'on appelle fine-tuner et que vous allez avoir la capacité de les déployer sur des petits serveurs. Je vous fais l'exemple. Tout ce qu'on fait, nous, chez Synovate, au niveau de l'apprentissage, ça tourne sur des GPU qui ont coûté, sur un GPU qui a coûté 4 000 euros. Et pour le predict, c'est à peu près 2 000 euros. C'est pas énorme en termes d'investissement. On n'est pas sur des infrastructures gigantesques. Nous, on le fait chez nous. Mais bien entendu, vous pouvez après avoir des partenaires qui vont le faire, soit qui vont vous proposer directement de le mettre sur des clouds privés, chez OVH. Demain, Scaleway qui sera hébergé en plus des données de santé, très certainement. Peut-être un Outscale ou autre. Chez ces hébergeurs-là, vous allez pouvoir les déployer ces petits moteurs, qui sont spécifiques, mais tout aussi performants. Un petit chose, je vous ai mis un petit lien écologiste. J'aime bien ce qui a été fait. C'est développé par Hugging Face. D'ailleurs, je crois qu'ils seront présents. Ils sont partenaires du sommet de l'IA qui a lieu la semaine prochaine ou qui a commencé, qui va pas tarder à commencer, demain. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit calculateur de l'impact carbone des LLM. Je vous ai mis ce lien parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'on puisse tous prendre conscience que quand on fait une requête, finalement, ça a un coût écologique, ça a un coût énergétique. Et donc, ils ont l'ensemble des modèles, que ce soit ici Mistral, OpenAI ou autre, et vous pouvez mettre, avec même un mode expert, vous lui mettez ce que vous voulez faire et puis il vous donne l'information. Ça me permet de rebondir parce qu'ils font partie d'un projet auquel nous aussi on est partenaire, qui s'appelle un projet gouvernemental qui s'appelle Comparia. Comparez vos IA. Et ben ça, je vous le conseille. La première chose quand nous on essaie de travailler avec un client, on va benchmarker, on va comparer nos différentes intelligences artificielles. Ne pensez pas qu'il n'y en a qu'une qui est capable de répondre à tout. Il y a des puissantes. Oui, 4 Mini, GPT, effectivement, il est très puissant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bon partout. Vous en allez avoir qui vont être meilleurs pour la génération, par exemple, d'images, largement meilleurs que GPT. Et donc là, c'est là où vous allez, il faut venir benchmarker. Et surtout, ce qui est intéressant dans comment on développe aujourd'hui et comment évoluer l'informatique, c'est qu'on aura la capacité de demain de dire, ah tiens, il y a une nouvelle IA qui est plus puissante, que j'ai benchmarké, qui est mieux pour mon contexte, que j'ai montré qu'elle était plus performante. Et vous pouvez retirer celle que vous aviez initialement et venir en plugger une autre. Grâce à quoi? En fait, tout ce qu'on a appelé le déploiement avec des clusters Kubernetes et avec ce qu'on appelle le CI/CD. On a la capacité de le faire et finalement, l'algorithme sous-jacent n'est qu'un paramètre de mon algorithme. L'IA agentique, c'est également le futur. L'IA agentique, je vais pas aller trop loin, mais en fait, demain, qu'est-ce qui arrive, et ça, c'est le futur, c'est développer des IA agentiques, c'est pas simplement d'avoir une IA, mais c'est d'avoir une IA qui est capable derrière de prendre des décisions et d'aller mettre en place un plan d'action. Ça, c'est quelque chose qui est important. L'IA agentique, je vous fais un exemple tout bête, qui est pas réellement de l'IA, mais pour vous schématiser, c'est que si vous avez un portail électrique chez vous, quand vous avez un portail électrique, si vous êtes devant le portail, logiquement, et que malheureusement, ou un enfant se retrouve devant le portail et que le portail va se fermer, il va détecter l'enfant et il va se rouvrir ou arrêter de se fermer à minima. Ça veut dire, finalement, c'est comme une intelligence artificielle qui prend une action. Je détecte l'enfant, je détecte la personne qui est à l'endroit où va se fermer le portail, et vu que je l'ai détecté, j'arrête la fermeture du portail. Ça, en fait, c'est ce qu'on est en train de développer, c'est les nouvelles choses, les nouvelles générations, c'est ces IA agentiques capables de prendre des décisions et de prendre des décisions seules, autonomes, objectives, avec l'ensemble des données. Je vous ai mis un petit peu, mais je vous montrerai un exemple dans votre cas. C'est, alors, désolé, hein, j'ai vulgarisé, mais pour que ce soit compréhensible, imaginez, vous devez analyser la complétude d'un dossier de subvention. Je vulgarise, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? On va analyser manuellement. Est-ce que j'ai toutes les pièces?
Maintenant, si j'ai toutes les pièces, je vais analyser les pièces. Bien entendu, très souvent, il manque des choses. Donc, je vais me dire, allez, je vais rechercher dans les sources si j'ai pas les informations qui me manquaient. Il a oublié de me mettre le numéro de sirène, de sirette ou autre, ou une information comme ça. Et je dis, bah attends, c'est peut-être déjà dans le document là-bas. Mais je le fais manuellement. Derrière, bah, souvent, malheureusement, le dossier est jamais complet. On est tous pareils, petite faute humaine, on a oublié quelque chose. On demande là une information complémentaire. On passe peut-être par un serveur SFTP ou autre. Et donc là, on va venir chercher de l'information complémentaire et on va réexaminer le dossier. Bah, l'IA agentique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être capable de, bien entendu, à travers l'IA, j'analyse et le machine learning automatiquement mon dossier. Je détecte les pièces manquantes. Je détecte éventuellement les erreurs en disant, bah tiens, il y a une incohérence entre ces deux informations. Je fais la complétion de l'ensemble de ce dossier, et puis j'essaye surtout avec l'IA agentique. Là, je commence à prendre une action. Je me dis, peut-être que là, j'ai l'information complémentaire et je vais faire une action d'aller chercher l'information complémentaire, peut-être dans un autre dossier de demande de subvention du même tripartite, de la même, finalement, demande ou d'une demande annexe-connexe. Et donc, je vais aller chercher une information que je vais venir proposer d'intégrer dans ce dossier. Et derrière, bah, si vraiment il y a des choses, je vais mettre en place un plan d'action automatisé pour la complétion du dossier. Un mail, plus un doc, plus un statut en base. Mais souvent, c'est un arbre de décision complexe parce qu'il y a plein de statuts, il y a plein de cas particuliers possibles et imaginables. Et ben, l'IA agentique va pouvoir prendre ces décisions pour nous. Il faudra bien entendu la contrôler. Je parle beaucoup de contrôler les IA, vérifier qu'elles ne font pas d'erreur. Et ça sera toujours important de pouvoir les monitorer pour identifier les dérives en disant, ah non, non, là c'est pas bon parce que si on lui dit que c'est pas bon, ben, elle va venir se corriger automatiquement. Donc c'est ça un petit peu l'IA agentique. Quelques retours d'expérience de notre part et on terminera sur les questions réponses. Alors, un premier module, je vous ai parlé tout à l'heure de requêtes en langage naturel. Bah, chez Sinovate, on développe un outil qui s'appelle le Natural Language Analytics. Moi, j'ai toujours rêvé, je dois être un feignant, mais de pouvoir construire mes tableaux de bord juste en parlant. En disant, eh, c'est bon, moi j'ai un directeur général, il s'appelle Alain Rupiquet, et dire, Alain, il me demande plein d'informations, lui dire, oui, bon, mets-moi le top 5 des clients là-bas, fais-moi une analyse là-dessus ici, mais de pas à chaque fois triturer, et puis comme chez vous, eh ben, on a encore quelques fichiers Excel qui traînent à droite à gauche. Et puis, bah, de revenir croiser avec notre data warehouse, le fichier Excel, ainsi de suite, ça me prend un temps infini. Mais de pouvoir le faire de manière automatique. Et surtout, pouvoir requêter en langage naturel. Le premier module qu'on a développé, il s'appelle CQL, et c'est la récupération et la requête en langage naturel, qui est ni plus ni moins de générer, et je vais vous aller le voir qui va arriver directement, c'est de générer du SQL en langage naturel. Je lui pose une question et il a la capacité automatiquement de me répondre. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors là, vous l'avez en anglais, mais on l'a également en français. On est ici sur des données immobilières qu'il ne connaissait pas, hein, l'IA ne le connaissait pas. On a pris une base de données qui se trouvait d'ailleurs sur Kaggle. On lui a mis cette base de données, on lui a dit, bah, donne-moi ici les maisons avec le meilleur rapport qualité-prix. Bon, bah, directement, je lui ai posé la question, et demain, je pourrais même lui poser la question à travers la voix. Et j'ai cliqué sur le bouton Run, automatiquement, il m'a généré la requête SQL que vous retrouvez ici avec parfois des informations complémentaires que je peux lui demander. En lui disant, bah, par exemple, je sais plus ce qu'on va faire, donne-moi le top 20, notamment. Hop, avec les ID. Automatiquement, il va venir enrichir ma requête pour pouvoir générer. Ça, c'est des choses que vous pourrez faire demain, qui arrivent. On n'est pas les seuls à développer, mais selon les outils, et nous, notamment, on va le développer et on va le mettre à disposition, en tout cas, alors à disposition, pas gratuitement, mais à disposition, bien entendu, dans SAP Business Object. Parce que parfois, c'est bien beau de faire nos tableaux de bord, mais parfois on a besoin d'analyse ad hoc, d'analyse à un instant T, pouvoir analyser à un instant T des informations, et donc là, bah, de pouvoir retrouver rapidement une information. Vous verrez également, là, je vais essayer d'avancer un petit peu cette vidéo, que, bien entendu, je peux interagir avec lui. Alors là, bon, il me fait encore des petites requêtes, je vais, hop, venir zoomer. Euh, Là, en fait, si vous voulez, c'est qu'également, alors je lui ai demandé une autre information, et là, donc là, il m'a donné les choses, et généralement, et nous, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a un éditeur de requêtes qui me permet par rapport
aux variables qui sont redondantes dans ma base de données, parce qu'on a plein de variables redondantes ou corrélées statistiquement, de pouvoir régénérer ma requête. En disant ici, je veux peut-être pas l'ID, mais je veux peut-être le libellé. Je veux peut-être pas ici GRD live area, je sais même pas du coup pour le coup à quoi ça correspondait, mais ça devait être l'air. Mais je veux pouvoir en générer une autre. Et de pouvoir également lui dire quelle colonne finalement j'ai besoin, c'est-à-dire des choses qui dans la description sont corrélées sémantiquement, de lui dire bah tiens il y a peut-être d'autres variables qui se ressemblaient dans la description, et de pouvoir lui demander de régénérer une requête. Ça, c'est de l'IA. C'est ni plus ni moins que l'IA, et ça, c'est de l'IA qui peut tourner en mode frugal. Le fonctionnement, je pose une question, ça l'analyse, ça me propose une. Et après, j'interagis avec mon IA. La force d'une intelligence artificielle, c'est de pouvoir, surtout quand elle est conversationnelle, c'est de pouvoir interagir avec elle. Un autre exemple qu'on a fait, c'est qu'on a développé, enfin, en tout cas en cours de développement, pardon, d'un chatbot pour l'ONICEP. L'ONICEP, vous connaissez l'orientation professionnelle, Parcoursup notamment, si vous avez des enfants. Et, et donc là, bah, nous, on doit construire un chatbot pour eux, par rapport aux questions qui se posent. Mais attention, là, je veux pas l'ensemble des données des sources Internet, parce que là, je veux surtout pas avoir toutes les sources possibles et imaginables Internet. La question de l'ONICEP, c'est je ne veux que les données certifiées ONICEP. L'IA ne doit prendre à manger que ces données-là. C'est ce qu'on appelle les RAG. On va utiliser des RAG pour pouvoir le faire et qu'il n'utilise que nos données internes. Là, je suis en train justement de vous montrer ce qu'on peut faire en termes de consommation de l'information. On a tous des problèmes aujourd'hui, c'est la mise à disposition de l'information, et puis des fois on a besoin, on cherche une information à l'instant T, et je pense que vous êtes tous pareils en train de se dire, oh, elle est où? Alors j'ai peut-être un SharePoint, j'ai peut-être un Google Drive, j'ai peut-être des choses dans BO, des machins, des ceci, cela. Oh, c'est épuisant. Je mets plus de temps à chercher l'information que de la reproduire parfois. Et donc, bah là, on a tous rêvé d'avoir des moteurs de recherche qui nous aident sur ces choses-là. Bah, on peut le faire, bien entendu, avec des intelligences artificielles, et c'était le contexte et c'était la demande faite par l'ONICEP. Je vous montre un exemple, et j'ai joué avec par rapport à votre contexte, je suis désolé. J'espère qu'il n'a pas dit n'importe quoi, mais je lui ai demandé comment devenir contrôleur de gestion. Bon, je ne sais pas si moi je serais un bon contrôleur de gestion, mais je lui ai posé cette question. Il m'a retrouvé, il m'a dit bah, dans la base de l'ONICEP, voilà les métiers qui sont possibles, et il me propose une réponse qu'il a générée à partir de l'ensemble de différents documents, là en l'occurrence une source, mais souvent c'est plusieurs sources. Il m'a proposé, bah voilà, pour devenir contrôleur de gestion, voilà ce qu'il faut faire. Alors ça allait un peu vite, je peux vous le remettre juste en 2 secondes. Hop, mince, je vais revenir, voilà. Si, voilà, vous le retrouvez ici, et il me dit, pour devenir contrôleur de gestion, il faut suivre des études comprenant un diplôme d'école de commerce avec une spécialisation en finole, contrôle de gestion et audit, management et contrôle de gestion, ainsi de suite, et un master par la suite. Je suis sûr que c'est pas sur le parcours possible, mais en tout cas, c'est dans la source Odicep, c'est ce qu'on avait. Derrière, je lui ai quand même demandé d'être un petit peu plus intelligent que d'avoir ça, parce que là, vous allez me dire, bah oui, si j'avais le document, c'était facile. Mais là, je lui ai demandé d'aller quand même contextualiser un peu plus et lui demander, mais c'est quoi les qualités requises pour être contrôleur de gestion? Et là, de pouvoir avoir des choses sur différentes sources, quelles sont les mes qualités qui sont requises? Et directement, bon, ce qu'il va me demander, donc là, il me demande, est-ce que j'ai bien, il me demande le métier, et donc il va me dire, bah, les qualités requises, c'est avoir une aisance relationnelle, un esprit d'analyse et de synthèse, des excellentes bases en, ah, il est allé un peu vite, excusez-moi. Voilà, des excellentes bases du coup comptables et ainsi de suite. Avec le lien, et ce qui est fort, avec le lien directement, où se trouve la source, les sources. Donc là, c'est ce que je vous disais, la force de l'IA, la résumé de l'information. Bon, on ne s'arrête pas là, bien entendu, chez Synovate, on le fait également pour la formation. Typiquement, j'ai animé beaucoup de formations et avant, je faisais une erreur. D'ailleurs, que j'ai quasiment fait aujourd'hui. Je donnais mon mail à tous les participants. Là, c'est nous qui allons vous contacter. Et avant, je disais, ah, si vous avez une question, contactez-moi, j'y répondrai. Ah, mais au bout de quelques années, ça commence à faire beaucoup de questions et on se retrouve avec un flux qui est important. Eh ben, on est en train de développer un chatbot avec l'objectif qui est un assistant post-formation. Typiquement, là, je lui ai demandé, c'était très stat, comment comparer deux moyennes. Alors, il va me sortir le test de Student, si vous, pour ceux qui connaissent, le t-test,
et en fait, bah, directement avec les sources d'information, et c'est du RAG également. Voilà des exemples d'IA. Je terminerai sur quelque chose, de votre côté, un autre exemple, que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours, c'est l'analyse d'un tableau de bord. En fait, bah, les tableaux de bord, ils s'avèrent de plus en plus complexes. Alors j'en ai pris un là sur le net, quelque chose de très très simple, où j'ai des nombres d'agents en fonction de la catégorie statutaire, pardon, en fonction du statut, des pyramides d'âge et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait, et je vous promets que c'est exactement ce que j'ai fait. Alors un autre petit IA, j'ai fait une impression écran, j'ai demandé à notre IA et je lui ai dit, analyse-moi, s'il te plaît. Ce qu'il a fait, donc c'est ce que j'ai mis le prompt. Voici un dashboard. Fais-moi une analyse, puis une interprétation de ce dashboard. Sans moi, pardon, avec un S, petite faute, excusez-moi, uniquement les informations pertinentes. Il m'a compris malgré la faute de français. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a dit une analyse complète. Voici la répartition des agents par catégorie statutaire, le nombre d'agents par statut. J'ai 10 agents qui sont titulaires du CNRA-CL, 3 agents en contrat permanent, un agent statutaire, ainsi de suite. Et derrière, avec une conclusion qui me propose prédominance des cadres et des titulaires, effectif expérimental avec une moyenne d'âge assez élevée. Et ça, je lui ai même pas donné le contexte. Le prompt que je vous ai donné, c'est réel ce que je vous ai donné. Il ne connaissait pas ma base. Je vais vous montrer sur un exemple un peu plus complexe. Nous, on a travaillé pour le gouvernement autour des données du Covid. Et ces tableaux de bord étant assez publics, c'est pas un problème, on devait suivre l'occupation des lits, notamment en réanimation. Parce que bah, le taux d'occupation des lits, on les suit toujours, puisque là, vous voyez, c'est le 4 février 2025, et on suit les taux d'occupation des lits en réanimation et ainsi de suite. Ce tableau de bord plus complexe, j'ai une carte avec des couleurs construites avec eux. J'ai un bar plot qui me permet de comparer ici, si vous voulez, c'est les différentes régions. J'ai une évolution au cours du temps du taux d'occupation des lits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il ne connaissait pas ce dashboard. Et je lui dis, voici, pardon, un dashboard, je veux une interprétation pertinente de ce dashboard. Il m'a fait un long texte et je lui ai dit, oh, t'es gentil, mais je lui ai mis un deuxième prompt derrière, c'est là où il faut dialoguer avec l'IA, et je lui ai dit, oh, sors-moi les informations clés, s'il te plaît, ainsi que les potentielles alertes sur les taux d'occupation. Voilà ce qu'il m'a donné sans connaître. Il m'a dit les informations clés, taux d'occupation moyen en France 89%, les départements les plus sous tension, bah, on retrouve bah, la Guyane, la Bretagne, la Normandie. Alors là, je suis descendu aux régions. Il m'a mis les départements, il me dit qu'il y en a qui dépassent 90%, certains 95%. Les alertes critiques, saturation en Guyane, plusieurs régions dépassent 90%, taux d'occupation stable, et ainsi de suite, et avec une conclusion. Et là aussi, on peut rajouter derrière, c'est de l'intelligence artificielle contextuelle qui va venir derrière me proposer des plans d'action. L'IA agentique que je vous parlais tout à l'heure. Ça, pourquoi je vous ai parlé de ces dashboards? Bah parce que pour les utilisateurs de BO, clairement, et pour les utilisateurs de dashboard au sens général du terme, demain, et moi, ce que je rêve, et je pense que ce qui arrivera sur le marché, que ce soit via Sinovate ou d'autres, c'est d'avoir la capacité que directement votre IA et vos analyses la nuit ou en temps réel, vos tableaux de bord, qu'elle les synthétise. Vous avez différents tableaux de bord et qu'elle vous construise une synthèse avec les alertes. Et que vous puissiez l'avoir, du coup, en continu. Ou pouvoir, à un instant T, cliquer sur un bouton. Donne-moi, là, en gros, donne-moi la météo du jour, mais c'est la météo de mes données, de mes analyses que je fais. Et ça, c'est bien parce que du coup, je gagne du temps. Pourquoi? Je détecte. Je détecte ici peut-être un problème en Guyane. Et derrière de la Guyane, je vais aller voir dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord peut-être spécifique à la Guyane. Et je vais pouvoir me concentrer sur mon métier, qui est très certainement de proposer des plans d'action stratégiques pour résoudre ces problèmes. Et non pas passer un temps infini à détecter le problème. Et parfois, quand on détecte le problème, pouf, c'est bon, il est 23 heures, on verra demain, je vais me coucher. Et ça, bah, effectivement, c'est notre quotidien parfois. C'en était tout. J'ai essayé d'accélérer parce que je suis désolé, on avait commencé un peu en retard. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et que vous avez, mais je vous redonnerai le PowerPoint. Bien entendu, on travaille beaucoup pour le secteur public. On se fera un plaisir pour travailler avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à nous contacter. On a des belles références que vous pourrez retrouver ici. Même la métropole de Dijon, on a fait
pour la métropole de Dijon, un exemple tout bête, qui est finalement aujourd'hui, on l'appellerait IA à l'époque où on a travaillé avec eux. On parlait de machine learning, on a fait la prévision du nombre de repas au niveau des restaurants scolaires pour qu'ils puissent mieux anticiper. Ben finalement, c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il tourne tout seul, hein. Des fois, alors, comme toute chose, il y a besoin de le maintenir. C'est-à-dire, le dernier coup, on avait vu une alerte. Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ils avaient fusionné deux restaurants. Donc, bah, notre algorithme, fallait qu'on lui dise, attention, maintenant, le restaurant A et le restaurant B n'est plus qu'un seul restaurant, du coup, qu'une seule cantine scolaire. Et donc, il a fallu, bah, lui préciser ces informations. Mais c'est ni plus ni moins que ça. Pour travailler ensemble, on est capable de le faire. On a différents capacités à travers Reza, donc du coup, qui est un marché attributeur, multi-éditeur avec qui on travaille et vous pouvez faire appel à nous, Lugap, Canu, mais ça, vous retrouverez les informations directement ici. Et je vais terminer sur quelques questions que vous pouvez avoir. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Là, pour l'instant, on en a qu'une sur les questions-réponses. Jonathan, je vais la poser du coup. Oui. Et s'il y en a d'autres, on verra. Est-il possible de faire l'apprentissage par rapport à CSQL avec une inférence réduite ou distillée, DeepSeek 32 par exemple, ou autre, pour tenter de faire la même chose qu'avec une IA plus petite mais complète? Redis-moi, excuse-moi, sur les. Je suis. Est-il possible de faire l'apprentissage avec notamment CSQL, parce qu'on a donné un exemple, avec une inférence réduite distillée de type Dixit 32, par exemple, pour tenter de faire la même chose qu'avec une IA plus petite mais complète? Plus grande du coup, parce que plus petite mais complète, c'est là où. Alors, la réponse est oui. En fait, euh, la question, et c'est ce que je disais pour benchmarker, je suis pas sûr d'avoir peut-être, ou j'ai peut-être pas bien compris la question, excusez-moi. Ce qu'il faut vous dire, c'est au niveau des modèles, si la question c'était est-ce que je peux faire une inférence avec un modèle et un apprentissage avec un autre modèle, la réponse est non. Par contre, je peux les enchaîner. C'est-à-dire que je peux faire, nous c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que là, si je reviens sur l'analyse de ce tableau de bord, finalement, c'est deux modèles d'IA qui tournent, et il y a un modèle d'IA qu'on a fait apprendre, qu'on a fine-tuné, et il y a un autre modèle que simplement on rajoute derrière pour pouvoir faire des meilleures synthèses et autres. Et donc, mais l'autre, on l'a pris tel quel, clé en main. Et il y en a un qu'on a fine-tuné pour pouvoir lui faire apprendre en disant, c'est ça un tableau de bord. Et un tableau de bord, voilà dans les grandes lignes comment est-ce que tu fais. Et donc il y en a un qu'on a fine-tuné qui est un tout petit, qui est pour le coup, c'est un GEMA qu'on a fait. Et derrière, en fait, sous-jacent, derrière, ben, on lance une deuxième IA. Donc déjà, on peut les enchaîner. Ensuite, si la question était c'est là où je voyais pas, est-ce qu'on peut faire aussi bien avec des petites IA que des grandes IA? Oui. Et vous verrez que Sinovate, et on espère qu'il sera accepté, puisqu'on est en cours là de publication, et logiquement il sera accepté dans une revue scientifique célèbre, mais deux statisticiens d'intelligence artificielle, on a prouvé, en faisant intelligemment des résumés de texte, qu'avec des toutes petites IA, on faisait mieux que GPT-4 au mini. Comment est-ce qu'on a fait? De manière très simple, c'est qu'on a découpé le texte. Souvent, votre texte, il est découpé en sections, en chapitres, en paragraphes. Et bien, tout simplement, ce qu'on a dit à l'IA, c'est on lui a dit, avec des tout petits moteurs d'IA, on lui a dit, bah, tu vas nous faire des résumés d'abord par bloc. C'est-à-dire, tu vas faire des résumés par section, par chapitre ou autre. Et derrière, de ces résumés par bloc, par chapitre, et ainsi de suite, bah, de ces résumés, tu vas m'en faire un résumé. Donc, des résumés de résumés. Et bien, grâce à ça, on est plus puissant que 4 mini quand on lui donne tout à manger. On lui donne tout l'ensemble de nos textes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'IA, elle va avoir une tendance à perdre l'information du milieu. Je suis sûr que vous l'avez perdu d'ailleurs, lors de cette. Il y a toujours un petit moment où on a un petit blanc, c'est logique. C'était une présentation forcément un peu longue. Et ben, je suis sûr que dans le milieu, il y a de l'information que vous avez perdue et plus d'informations que vous avez perdues dans le milieu de ma présentation que sur le début ou sur la fin. Et ben, c'est ça. Et donc là, nous, on a prouvé qu'on retrouvait mieux les faits, qu'on retrouvait mieux les informations, notamment du milieu. Donc, on peut faire, en faisant intelligemment, en faisant du spécifique, en fine-tunant, on peut faire aussi bien
que les grosses IA. Mais je sais pas si c'était bien la question. Et la question, c'était si c'était l'IA DeepSeek qui sont des IA avec un peu plus de raisonnement. Si c'était ça, eh bien effectivement, c'est intéressant de mettre des IA de raisonnement on top des IA qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que typiquement sur les dashboards, nous, ce qu'on est en train de développer, l'interprétation des dashboards que je vous ai montré, c'est des développements côté Sinovet, mais vous pouvez déjà faire l'impression écran et essayer dans ChatGPT, vous verrez que ça fonctionne pas mal et que ça fonctionne plutôt bien. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin et avoir des algorithmes de raisonnement pour que on s'arrête pas à l'analyse, mais qu'on aille à l'interprétation, à la proposition d'un plan d'action avec l'ensemble des informations qu'il a. Voilà. Bon, réponse, de donner pas mal d'informations parce que j'étais peut-être pas bien compris la question. Bruno? Oui, merci Jonathan. C'était d'abord, c'était très clair, très pédagogique. Alors, je voudrais poser des questions de manière générale. Euh, je pense pour tous les collègues qui sont autour de la table. Donc, nous, collectivité territoriale, finalement, on a trois grandes sources de données. On a des données qui proviennent de nos logiciels métiers, finance, RH, logiciels métiers, etc. On a aussi je dirais, des fichiers qui sont un peu déstructurés, hein. On a tous dans nos collectivités des fichiers Word dans un sens, du PowerPoint un peu de partout disséminés dans tous nos serveurs. Donc, deuxième source. Et troisième source aujourd'hui, pour nous, collectivités territoriales, c'est l'open data. Et très clairement, c'est principalement deux sources. C'est data.gouv.fr ou Milodi de chez INSEE. L'INSEE a fait un énorme travail. Bref, il y a trois sources de données. Est-ce que vous pensez que à partir de toutes ces données, aujourd'hui ou demain, on sera capable de construire une IA, alors si j'ai bien compris, IA générative, souveraine, frugale, qui nous permettent d'interroger ces données en langage naturel et en posant le type de questions que vous avez posées. Je, voilà, sors-moi les 10 plus grands fournisseurs de notre collectivité et associe-moi des données, je sais pas moi, INSEE sur leur chiffre d'affaires et tout, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est est-ce qu'on serait capable aujourd'hui, demain, prochainement, d'avoir un immense lac de données dans lequel Oui. on aurait ces trois sources de données et un utilisateur lambda, à travers une IA générative, frugale et souveraine, en langage naturel, poserait la question et hop, la magie, on aurait le résultat. La réponse est oui. Oui, un grand oui. C'est-à-dire, alors après, il y a un projet. C'est-à-dire que vous avez finalement, il y a ça, il y a peut-être deux, trois sous-projets à ce projet. Mais la réponse, elle est clairement oui, et oui en 2025. Pas oui en 2027, oui en 2025. On est capable, par exemple, chez Synovec, de le faire sans problème. Par contre, il y a un sous-projet. Le premier, c'est de s'intéresser à ces données qui sont pas trop structurées. Ce qu'on va appeler là, c'est de faire de l'indexation de texte et ainsi de suite, d'être capable de les récupérer et puis de les transformer en une information qui est cohérente. Voilà, il y a un petit boulot. C'est ce que nous on a fait. Si vous regardez, c'est ce qu'il a fallu faire quand on a travaillé sur le bot, nous, de la formation là que vous avez vu ici. Bah, il a fallu, nous, on avait des PowerPoint, des trucs dans tous les sens. Bah, il faut lui donner à manger de ces choses-là. On avait des vidéos aussi. D'ailleurs, là, il a choisi la vidéo parce que pour répondre à la question, il m'a fait choisir deux vidéos dans cet exemple-là. Mais bien entendu, il a fallu, lui, construire des algorithmes qui sont capables déjà de stocker ces informations de façon intelligible. Donc là, vous avez un projet sur cette partie des données qui sont un petit peu fouillis. Ce sera pas magique. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez des PowerPoint qui sont toujours structurés d'une manière euh, parfois peu cohérente, bah, elle n'y arrivera pas parce qu'elle va essayer de voir notre raisonnement humain. Et si même vous, quand vous l'ouvrez, vous dites l'information elle est où que je cherche, bah, je sais pas trop, bah, faut pas rêver, elle aura du mal. Donc, il y a au maximum d'essayer de prendre cette donnée. Une fois que vous avez ça, il y a de récupérer les données de l'open data. Effectivement, data.gouv.fr avec Etalab, sans problème. Les données de l'INSEE, elles sont open data, c'est pas un souci. Et puis vous avez vos données à vous. Et donc là, bah, une fois qu'on a l'ensemble de ces sources, il va falloir les croiser. Et donc là, quand même, bah, vous connaissez les SID, il va falloir quand même être capable de dire, parce que là, c'est pas magique, comment est-ce que je croise les données, qu'ils fassent pas n'importe quoi. C'est-à-dire de dire, bah, attention, je peux faire une jointure par rapport au mois de l'année, j'en sais rien, mais à voir comment est-ce qu'on fait. Souvent, c'est des données effectivement temporelles et d'être capable quand même de mettre en place soit un univers multisource,
si on est en vélo, soit autrement d'expliquer les jointures qu'on est capable de faire. Une fois qu'on aura fait ça, finalement, on peut croiser les trois. Autrement, là, Bruno, le problème que vous aurez, c'est que je pourrais quitter chacun séparément, mais c'est pas ce que tu me demandes, je pense. Tu me demandes, moi, je veux les trois et les trois qui se croisent avec des jointures. Bon, il faudra être capable de spécifier les jointures que l'on peut faire. Pas forcément les faire, hein, mais les jointures. Une fois que c'est fait ça, qu'on a fait ça, c'est gagné. Vous mettez CQL, là, que je vous ai montré, ça marche. Donc, le plus gros projet, c'est de définir comment je joins. Enfin, le plus gros projet, c'est, pardon, de prendre la donnée qui n'est pas structurée, de l'emmagasiner, celle-ci. Alors là, il faut rationaliser souvent dans ces projets, être capable de prioriser le périmètre en disant, bah voilà déjà les données qu'on va prendre. Puis après, bah, le deuxième sous-projet de comment je vais les joindre. Et puis enfin, c'est derrière, c'est pas trop un problème. J'ai oublié un point nécessaire à ça, c'est d'avoir un catalogue de données. C'est-à-dire que c'est pas magique. J'ai oublié, pardon Bruno, c'est-à-dire que si t'as pas un catalogue de données en disant telle chance c'est telle chose, une description, bah là, c'est pas magique, hein. Ouais. Et là, je vais bon, je pense que Stéphane est plus, c'est un des connaisseurs du catalogue de données, de la gouvernance de la donnée. Ça veut dire que quand tu réfléchis finalement, nous, notre rôle d'analyste de données qui travaillons sur des systèmes de business intelligence, donc de BO, de ClickSense, de DigDash, de Power BI, finalement, notre job, il risque d'être un petit peu modifié, et non pas en tant que créateur de données, mais plutôt de préparateur de la donnée, de préparateur du catalogue de la donnée là-dessus, quoi. Enfin, il va y avoir forcément, nous, notre job va être modifié, puisque Oui, grâce à un en système comme partie. ça, n'importe qui, je suis un peu volontaire parce que c'est midi, Non, mais et je suis un peu volontaire, notre job risque de disparaître si on non. reste, nous, dans la création de données Alors, à travers si vous, oui, des systèmes mais décisionnels. non, vous allez pouvoir vous concentrer pas que sur de la création de la donnée, mais sur de l'interprétation. Et vous allez vous concentrer là où vous avez finalement votre plus-value. Je suis pas capable demain, Bruno, tu me mets à ta place, je suis pas capable de faire ton job parce que j'ai pas les connaissances, tout simplement. Et donc, du coup, c'est là la plus-value. Par contre, la partie intégration de données, si tu m'expliques et que tu me dis, bon, il faut que tu prennes les données là et ainsi de suite, bon, bah, vu que c'est aussi, je suis dans le monde informatique, je devrais réussir à faire. Et donc, c'est là, ça veut dire que c'est pas forcément là où tu vas avoir une plus-value. Et vous allez pouvoir vous concentrer là où vous avez de la plus-value. Mais effectivement, il y a un point important, c'est la partie data catalogue, et tu as raison que là, il faut prendre à bras le corps dès maintenant de bien à la fois structurer la donnée qui n'est pas suffisamment structurée. Très simple, un PowerPoint, c'est d'avoir un titre. Là, c'est tout bête. Regardez, j'ai mis un titre. Cibot Academy. C'est une zone de titre. Et de pouvoir un peu plus et de construire les catalogues. Stéphane, excuse-moi, tu as... Je Ben, du coup, laisse. je rebondissais sur ce que disait Bruno, mais ça, c'est la notion de catalogue. C'est qu'en fait, déjà, l'IA, c'est pas de la magie, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une structuration des données qu'on va travailler pour être sûr qu'après, derrière, en sortie, les interprétations soient justes et qu'on puisse déjà aussi corriger ou voir s'il y a des effets de bord possibles, quoi. Et après, sur la partie open data, peut-être on peut imaginer aussi que l'IA va nous dire à un moment donné, ce qu'on est censé aussi faire, c'est de voir s'il y a des données qui n'ont pas pu être récupérées, et qui n'étaient pas disponibles à date notamment qui étaient prévues. Donc, quand on est sur des gros volumes, c'est difficile de faire le tour de toutes nos sources en open data pour dire, eh ben, est-ce que cette donnée elle manque? Est-ce que je suis sûr? Et du Oui, coup, peut-être l'IA sur ce volet-là, c'est sur des gros volumes sur des choses qui sont qu'on a structurées, référencées et où on a fait un peu la base du travail de l'IA, c'est que l'IA nous accompagne, nous dit, eh ben, voilà, il y a ce résultat. Par contre, les données d'itinéraire de bus qui étaient censées être disponibles à telle date, eh ben, elles sont pas complètes parce qu'il manque la oui, région, telle ou telle région. Et du coup, tout à sur ce fait. niveau-là, c'est faire ressortir dans une masse d'informations qu'on est amené à manipuler et que l'IA manipule, qu'elle nous dise en fait, ben, voilà, on a une liste de données manquantes et du coup, voilà, Exactement. voilà. C'est exactement ça, et ça, c'est un des exemples aussi classiques. En gros, une complétude des données et d'être capable d'identifier qu'à un moment, bah, tu as des choses qui sont manquantes. Là où tu as une force aussi, c'est que en fait, ce que tu peux faire,
c'est que souvent, bah, si tu l'autorises à cette IA, c'est qu'elle éventuellement, elle peut faire une prévision du futur sur ces données manquantes. Alors c'est tout simplement des algorithmes de série temporelle, hein, qu'on va utiliser, mais elle va dire, bon, t'as pas les données, je t'alerte que tu as pas la donnée pour pouvoir faire ça, mais également, bah, du coup, éventuellement, sous l'hypothèse, je te propose, bah, qu'est-ce que ce qu'aurait pu être le futur, et du coup, de malgré tout pouvoir essayer avec cette projection, avec cette prédiction qui a été donnée, de pouvoir me donner l'information. Mais oui, ça c'est entièrement, c'est vrai. On a une masse d'informations et c'est de la détecter. Où sont les données notamment manquantes? C'est un des exemples. Oui. Et après, peut-être je reviens sur aussi les sources. Peut-être il y aurait un intérêt, notamment comme aujourd'hui, on a la gestion électronique des documents, on a pas mal de aussi, on voit dans nos collectivités des personnes qui manipulent de la donnée mais qui ne la partagent pas. Peut-être sur ce volet-là, peut-être dans la partie aide au catalogage de données, que l'IA puisse après récupérer des sources qui sembleraient pertinentes avec des données qu'on a déjà stockées et nous faire remonter un peu tout ce qui est un peu, notamment sur les logiciels qu'on parle de Shadowit, de plus des sources de données qui seraient cachées dans la collectivité, dans des services et faire remonter ces données-là qui peuvent être pertinentes Bah, pour la collectivité et en fait de pouvoir de dire en fait elles seraient cohérentes avec elles pourraient venir compléter les données que vous avez déjà structurées ou alors dire elles viennent un doublon ou pas. Ça serait ça. Et aussi peut-être identifier aussi des productions qui seraient erronées parce que une personne a manipulé les mêmes données, mais enfin, je sais pas si c'est la bonne si, la si, bonne. bah, détection Ouais, des données suspectes, je vous ouais, avais parlé détection des fraudes tout à l'heure ou autre, bah, finalement c'est un peu la même chose, c'est le même ouais, principe. Tu as dit quelque chose qui est pertinent, c'est-à-dire bah, demain, l'IA au service de la construction du catalogue. Construire un catalogue de données, c'est long, c'est chronophage, c'est pénible. ok. Et aujourd'hui, bah, les éditeurs de ce monde, sur cette partie data catalogue, travaillent notamment sur des choses de dire, bah, parfois, en fait, il y a une masse d'informations, et puis finalement, je peux retrouver très certainement l'information dans un document complémentaire, et de pouvoir avoir, comme si j'avais un pré-processing, mais un pré-catalogue proposé. C'est-à-dire avec la masse d'informations que j'ai, de dire, bah là, je voudrais faire le catalogue sur telle base ou sur telle table. Est-ce que, bah déjà, il n'a pas l'information à droite ou à gauche? Et être capable de la récupérer. Voilà. Et ça, effectivement, bah, je vais pas vous mentir que nous, sous-jacent à SQL, c'est la première chose que j'ai fait parce que qu'on a fait chez Synovate, c'est-à-dire que nous, bah, il a fallu faire apprendre. Mais quand on a fait apprendre, on avait des catalogues mais avec des données qui étaient à droite à gauche. On a utilisé, bah, je vous ai parlé des données de Kaggle ou autres et ainsi de suite. Construire le dictionnaire de données sur les données immobilières. Moi, j'avais pas spécialement envie de le faire à la main. Hein, je vais pas vous mentir. Et ben, j'avais la base. Et bien entendu, j'avais un ensemble d'informations qui était à droite à gauche, avec une description du concours, avec ainsi de suite. Hop, je lui ai donné à manger ça et je lui ai dit, propose-moi déjà un premier catalogue de données qu'on est venu forcément corriger parce que là, il y avait des imperfections. Et du coup, ça rejoint un peu j'ai Clarisse qui a posé une question sur, en parlant de structuration de données, est-il vraiment nécessaire de structurer la donnée? Et qu'entendez-vous par structurer? Ben, c'est un peu ça, c'est documenter suffisamment pour qu'après, derrière, si on a de l'IA aussi, qu'elle aille chercher par des mots-clés ou autres, ou dans la partie dictionnaire qu'on ait suffisamment comment dire, de précision sur les données, les sources et leur cheminement, pour qu'en fait l'IA puisse travailler et puisse derrière être exploité au mieux. C'est Je- l'intelligence. et je prends un exemple, du coup, pour répondre à votre question, qui est tout à fait pertinente. On a tous des fois, que ce soit même dans une base de données ou que ce soit à travers, bah, du coup, la récupération de données qui viennent de Word, Excel ou autre, ben, des zones de texte assez longues, libres. Et celle-ci, structurée, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de résumer et de labelliser cette information en une information cohérente par rapport à mon besoin. Pour certains, ça peut être, quand vous êtes sur des call centers ou autres, sur des mails, ça peut être de l'analyse de sentiments. Dire, attention, la personne qui me parle, elle est stressée ou elle est dans un mode plutôt agressif ou non, non,
elle est plutôt relax et on va pas après s'adresser à la même chose. Vous, c'est d'être capable de, bien entendu, de labelliser ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ce texte, on va venir le synthétiser, on va venir ce qu'on appelle le tokeniser, le lemmatiser, c'est-à-dire enlever toutes les formes, les réduire à formes radicales. On va utiliser au début ce que je vous ai dit des transformers et on va lui proposer déjà de nous le résumer. Et ensuite, une fois qu'on a résumé ce texte, et ben derrière, si vous avez des labels pour dire je veux détecter automatiquement un statut, je sais pas, un statut d'un dossier, mais j'étais en zone libre parce qu'il y a eu un audit sur un dossier, et puis le compte rendu d'audit il est long et j'ai oublié de mettre le champ statut pour juste dire en gros accepter ou refuser ou autre, et ben je suis embêté d'être capable de proposer automatiquement une labellisation. C'est ça aussi structure la donnée. Voilà, c'est ni plus ni moins que de pouvoir faire ça. Ouais, du coup, on est au niveau de temps, on est un peu débordé. Et du Ouais, coup, là, désolé, on va. l'ensemble des questions, là, on les a. Donc, du Ouais. coup, ce qu'on propose, c'est de faire une réponse aux personnes qui nous ont contactés sur voilà, sur le chat. N'hésitez pas, j'ai fait vraiment un overview assez large. Il y a des choses, je pense, vous vouliez aller plus en profondeur. N'hésitez pas. Je pense après, on est en contact avec Stéphane et Bruno à dire aussi vos besoins, là où vous avez besoin de venir zoomer sur des informations complémentaires. On vous mettra à disposition le PowerPoint. Vous n'aurez pas, je pense, les vidéos. Malheureusement, c'est la joie de la transformation en PDF, mais peut-être j'essaierai, je verrai avec Stéphane pour vous les mettre à disposition. Voilà. Eh ben, On a bien noté, hein, on a bien récupéré toutes les questions, ne vous inquiétez pas, et on y répondra rapidement. ok, ben merci à toi, Jonathan. Vraiment, c'était très clair. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a quand même un overview, un aperçu général sur le sujet, et vraiment à la fois de la théorie, des concepts, et puis vraiment des applications pratiques et concrètes pour nous, hein. Analyste de données chiffrées, c'est notre job. Donc vraiment, il y a de belles perspectives, belles compétences, belles choses à faire. Et merci aussi à la FIGES, à Ina et à Leslie, hein. Comme ça, on a pu toucher tous les membres de l'association. Et je pense qu'on a eu pas mal d'infos et ça va susciter pas mal de réactions et de réflexions. Donc merci à Synovate. Eh ben, merci en tout cas pour cette invitation. Merci à vous. Merci à Oui, vous. merci à Synovate, Jonathan, Stéphane et puis les pilotes de PEAD, Bruno et Stéphane. Merci à Leslie pour les soutiens à l'organisation et à tous les participants.